En fait, cette carrière, elle est née d'une blessure. Au moment où j'ai eu la blessure, c'était un échec. Si on doit dire ça comme ça, moi je suis dedans, je suis à fond et je peux plus. Je vais à la caserne, je sais plus m'entraîner, je sais plus sauter, je faisais des sauts comme un malade mental. 9 mètres de haut, je sautais sans rien, sans arnais. Et puis, vous pouvez même pas sauter 3 marches d'escalier. Eh ben non, en fait, ça a été le plus beau cadeau que Dieu m'a donné. En 2 ans, et même pendant 4 ans que j'ai bossé pour mon patron, j'étais là tous les matins, 10h moins quart, 10h moins 20, le magasin ouvrait à 10h. Une seule fois, je suis arrivé donc à 11h30, je m'étais cassé la gueule au ski, j'avais 5 côtes cassées, j'étais aux urgences à 5h, j'avais un certificat médical d'1 mois. Je suis arrivé à 11h30 du matin. Aujourd'hui, avoir des valeurs, on doit être gêné d'en avoir. C'est triste. Éduquer nos enfants donc, à se battre pour ces valeurs, plutôt qu'à se battre pour avoir une Merco, une Ferrari. Battez-vous pour les deux, moi j'aime bien les deux. Mais si on peut l'avoir en ayant ces valeurs, c'est génial. Si on doit perdre ces valeurs pour l'avoir, alors j'en veux pas. Bonjour Ismaël. Salut Elvis. Salut Mathieu. Salut Ismaël. Merci de nous recevoir chez toi. Généralement, on a l'habitude de faire des podcasts justement dans des studios. Et là, justement, on a vraiment le plaisir de venir dans ton lieu. Donc, j'aime toujours dire que D-Style, c'est comme à la maison. Et donc, autant vous recevoir à la maison, c'est mieux. Ouais, écoute, comment va se passer le podcast? L'idée, c'est un peu de savoir un petit peu ton parcours dans un premier temps, discuter un petit peu de par où t'es parti, où est-ce que t'en es maintenant, peut-être même le futur. Et puis après ça, dans un second temps, on fera une petite visite justement du showroom pour que tu expliques un petit peu les différentes pièces, donner quelques conseils, ce genre de choses. Donc, avec plaisir. En tout cas, voilà, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous, c'est Belgium Invest. Donc, on réalise justement des événements liés à l'investissement, principalement immobilier, mais on aborde aussi crypto-monnaie, bourse, horlogerie, on aborde un peu tout. Sur le côté, on a aussi un club d'investisseurs et puis on fait des podcasts et on aime justement aborder entrepreneuriat et investissement qui sont généralement intimement liés. Donc, chouette. Tu as sorti que des sujets, je pense qu'ils sont tous imbriqués les uns dans les autres. Complètement. D'une manière ou d'une autre, il y a à la fois du plaisir et de l'investissement dans chacun des sujets que tu as émis. On remercie évidemment tous ceux qui nous suivent et qui nous donnent de la force justement sur les réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à continuer à partager, liker et à également commenter, nous donner des idées. À faire. On peut commencer, mais déjà si tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Écoute, moi c'est Ismaël Boufrahi, j'ai 46 ans, je suis papa de 3 enfants, un qui a 18 ans depuis quelques jours et 2 filles qui ont 16 et 10 ans. Je suis marié depuis bientôt 22 ans et voilà, j'ai eu le plaisir de lancer cette activité un peu par le plus grand des hasards. J'avais une première formation d'abord scolaire en sciences éco, maths et j'étais parti pour faire Solvay ingénierie commerciale, mais j'étais sportif. Assez haut niveau, karaté en niveau international, je courais beaucoup et très vite j'ai compris que étudier plutôt 5 ans derrière un bureau, ça n'était pas mon truc. J'avais envie très vite d'être, pas dire indépendant dans le sens même, mais indépendant dans la vie, d'accord. Et je voulais aussi me marier très tôt et donc j'ai été voir mon papa assez tôt, au mois d'octobre de ma première année d'université en disant écoute papa, voilà, j'ai envie d'avoir une vie active, j'ai envie de me prendre en main et surtout j'avais envie de continuer ma passion pour le sport et à ce moment-là, ce que je voyais moi comme possibilité, c'était de devenir paracommando. Parce qu'en fait, tu as une activité professionnelle et tu as à la fois un salaire, donc tu rentres dans la vie professionnelle. Et en même temps, en Belgique, c'était la troupe d'élite, le truc le plus compliqué. J'ai jamais aimé les choses faciles. Et donc, c'est comme ça que j'ai postulé, j'ai été directement pris. Et j'ai commencé le 22 décembre 1997, donc chez les paracommandos, où j'ai une carrière de court terme de 2 ans. Et en fait, c'est une blessure qui m'a fait aller vers d'autres horizons. D'abord à la Sabena, puis à nouveau la faillite de la Sabena. Et le destin m'a amené par le plus grand des hasards à commencer dans le mobilier. Ok, t'es un homme d'action, c'est ce qu'on peut voir. Je suis quelqu'un qui aime bien bouger, ne pas rester sans rien faire, ça c'est certain. Oui, complètement. Et comment t'es arrivé justement ici, comment t'as développé D-Style En fait, l'histoire très courte, c'est que juste avant de commencer vraiment dans les meubles, j'ai acheté mon premier appartement que j'ai rénové tout seul. J'étais seul à ce moment-là, j'étais pas en couple. Et en fait, en le rénovant et en le meublant, j'ai commencé à visiter des magasins et je me suis rendu compte que j'aimais ça, tout simplement. Okay. Et puis à un moment donné, quand je me suis marié, je me suis retrouvé sans emploi parce qu'il y avait eu la faillite de la Sabena et puis je travaillais un petit peu dans la sécurité avec des horaires pas acceptables. Et dès le départ, moi, j'ai voulu avoir une qualité de vie, donc pas rentrer n'importe quelle heure, sortir n'importe quelle heure. Et donc, j'ai cherché un boulot normal, si tu veux. Et par le plus grand des hasards, une de mes belles-sœurs qui allait acheter une salle à manger dans un magasin, elle sympathisait avec le patron et qui cherchait une vendeuse à la base. Elle dit, écoute, moi, j'ai pas de vendeuse, moi, j'ai un beau-frère qui est plutôt doué pour la décoration d'intérieur. Et c'est comme ça que j'ai été engagé, d'abord quasi comme stagiaire,
tout simplement, dans un magasin qui faisait que du mobilier entrée de gamme. En fait, j'ai fait 4 ans dans ce magasin où j'ai appris tout ce qu'il fallait faire et ne pas faire. Et pendant que j'ai bossé pour ce patron, je n'avais pas nécessairement l'intention de devenir indépendant, pas du tout. Et en fait, chaque fois que j'avais congé que les mercredis, et chaque fois, moi, les mercredis, je prenais ma voiture, on allait se promener avec ma femme. Et chaque fois que je croisais un magasin de meubles sur mon chemin, dans ma route, je m'arrêtais et je rentrais pour voir ce que faisait ce magasin. Et je me souviens très bien, mon épouse me disait toujours, mais Isma, t'as 15 jours de congé, tu bosses déjà 6 jours. Et je disais, ah, mais laisse-moi vite voir, laisse-moi. Et en fait, c'est bizarre, mais on dirait que j'avais besoin de me nourrir de ça. Et effectivement, ça me nourrissait même dans mon travail au quotidien. Et ça devenait en fait une passion sans même que je m'en rende compte. Parce qu'au début, je ne suis pas en train de dire, ah, je me passionne pour ça. Non, c'est en moi. C'est inné, c'est comme ça, je veux bien connaître mon métier, je veux savoir pourquoi des gens rentrent chez nous dans le temps où je bossais encore et ressortaient sans acheter, qu'est-ce qu'ils voyaient ailleurs, qu'est-ce qui marchait ailleurs, qu'est-ce qui ne marchait pas. Et en fait, j'avais ce besoin d'être performant et bon. Et je pense qu'inconsciemment, moi je dis toujours, quand vous faites les choses, faites-les pour vous-même. Pas pour votre patron, pas pour quelqu'un, parce qu'il y a toujours quelqu'un, moi c'est Dieu, le mec qui pense au karma, il y a des gens qui pensent à la baraka de la nature, peu importe, moi je dis à Dieu qui voit ce que vous faites et c'est lui qui vous rétribue par après. Et finalement, 4 ans après, c'est mon patron qui me dit, Isma, j'ai envie d'arrêter. Et donc là, j'ai l'opportunité de reprendre avec mon beau-frère Mohamed Akabi. Et en fait, tout ce que j'avais fait pendant mes 4 ans nous ont servi pour directement faire ce qu'il y a de mieux sur le marché. Et c'est comme ça qu'on lance d'abord Dépostyle. Okay. En 2009, donc septembre 2008 pour être précis, donc faillite de Lehman Brothers, hein, toi qui es un peu dans la finance et tout ça, donc tu te souviens la grosse crise, et donc on est en plein dedans, en 25 septembre 2008, on reprend, et en fait dès le départ on sort tout ce qui était Made in China, Made in Turkey, et trop entrée de gamme, et on met que du Made in Europe, hein, en restant commercial. Donc là, on touche une clientèle un peu plus éduquée, que nous aussi, on essaye d'éduquer, de partager un peu ce qu'on aime. Et 2009 a été une très bonne année. On a eu 35-40% de croissance directement. Okay. 2010, pareil. Et donc, pour 2011, je me souviens très bien, je disais en rigolant à mon beau-frère et associé, bah, écoute, la première année, je me suis acheté une belle voiture. La deuxième année, tu t'es acheté une très belle voiture. Donc, c'est soit on achète un hélico, soit on fait un truc. Et c'était ça le truc. C'est vraiment de se dire, on fait une folie, ou on en fait une autre qui a du sens, et c'est là qu'on pense de lancer, de créer D-Style, qui devient alors une collection haut de gamme, mais au sein de Dépostyle à la base, donc à Anderlecht, à la gare du Midi, ce qui était un sacré challenge. Oui, complètement. Voilà. Tu as toujours été, tu l'as dit, c'est venu un peu par hasard, mais le côté, on va dire, finesse, détail, est-ce que tu l'as eu depuis l'enfance ou, ouais. Ça, je pense que je suis quasi né avec. En tout cas, je pense aussi que je le tiens de ma maman. Moi, j'ai une mère qui aimait beaucoup la décoration. Je me souviens, elle saoulait toute la famille parce qu'elle voulait tous les 2 ans. Tu sais, nous, on avait des salons marocains. Ouais. Les salons marocains, ils sont faits sur base de ce qu'on appelle en marocain une taraba, donc qui est plutôt une mousse que l'on vient habiller d'un tissu. Très décoratif, auquel on a sorti avec les rideaux, les coussins, les tapis. Et ma maman, tous les 2 ans, elle voulait changer ce truc-là, alors qu'il y a des gens qui achètent ça pour 10 ans, 15 ans. Non, elle aimait bien être dans les tendances, et je pense que comme j'étais le grand garçon, donc très vite j'étais aussi le chauffeur de ma maman. Je l'accompagnais souvent pour choisir et tout, et je crois qu'inconsciemment, elle m'a transmis certainement une partie de ma passion pour la déco, mais sinon au niveau d'être soigné, ça je pense que c'est dans mes gènes. Depuis tout petit, moi je plie mes vêtements, je fais mon lit, même quand j'allais courir à 5h du matin à 15 ans, je faisais mon lit avant de sortir de ma chambre. À 5h05, ben, mon lit était fait. Je me disais toujours, si je me foule la cheville, qu'un infirmier ou quelqu'un, un voisin doit me raccompagner, il faut que quand je rentre, tout soit nickel, nickel, nickel. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que tu as fait les paras. Il y a aussi vraiment le côté discipline. Alors, j'étais quand même assez indiscipliné, pour être honnête, mais je suis discipliné dans les choses que j'ai envie de faire. Ouais. J'étais indiscipliné dans le sens où je suis tout sauf un soldat. Moi, on ne me dit pas fais, je fais. Non. Il faut me convaincre que ce que tu me demandes a du sens. Et donc, j'étais à la fois cet élément perturbateur, mais j'aime la discipline. C'est-à-dire, je suis discipliné quand j'ai un souhait ou une volonté de faire quelque chose. Oui, là, je peux être très, très discipliné. Ok. Et tu l'as dit justement tantôt, tu fais ça pour toi-même avant tout. Et c'est vrai que ça, c'est ce qu'on entend au quotidien, c'est les meilleurs conseils, mais la moitié des gens ne l'appliquent pas. C'est clair. Et ça, je pense que justement, c'est un peu la clé du succès. D'ailleurs, ce serait intéressant justement d'aborder un peu, selon toi, qu'est-ce que tu vois comme clé un peu ce qui fait un succès, évidemment, toutes échelles confondues. Alors Mathieu, moi je pense que quand on parle de clé du succès, la chose la plus importante, c'est de définir d'abord le succès. Aujourd'hui, moi je suis un papa, j'ai des ados, et en fait je vois beaucoup de jeunes qui malheureusement définissent très 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 mal le succès. Aujourd'hui, on a l'impression qu'en fait, malheureusement, et aussi en cause en partie de ces réseaux, que le succès, c'est la réussite financière, c'est la réussite matérielle.
Alors je ne vais pas vous dire non, j'aime bien les belles choses. Et je souhaite les belles choses à tout le monde. Si je pouvais avoir un jet privé sur le plafond, je le mettrais. J'ai pas de souci avec le fait que c'est trop bien ou pas assez bien. Non, il n'y a rien qui est trop bien. Par contre, je ne définirai jamais le succès par quoi que ce soit de matériel. Et en fait, j'ai l'impression que malheureusement, et c'est pour ça que c'est chouette aussi qu'on en parle, parce qu'il faut aussi le dire dans des podcasts comme ça, c'est des messages qu'il faut transmettre dans des bouquins, avec nos enfants, à l'école. Le succès, c'est d'abord être une bonne personne. Ça, c'est gratuit et c'est accessible à tout le monde. S'acheter une Ferrari, une Rolex ou autre chose, c'est pas accessible à tout le monde. Ça veut pas dire que tu n'as pas réussi. Ouais, Aujourd'hui, tu as l'impression que les gens, s'ils n'ont pas une belle voiture, une belle montre, ils ont... Non, le succès, c'est être une belle personne. Commencez par ça. Ça, tout le monde peut l'être. Quelqu'un de bien éduqué, quelqu'un qui fait du bien dans sa vie. Et en fait, voilà. Donc, quelles sont les clés pour être une belle personne? C'est la bonne éducation. Pour moi, c'est ça. Une fois qu'on a ça, on a une bonne base. Et ensuite, le succès professionnel, honnêtement, le mec qui arrive qui vous dit « Moi, j'ai une clé, il est balèze, et je veux bien même que vous me le présentiez. » Parce que j'entends beaucoup de choses. J'ai entendu de tout, même des copains qui te disent « Ouais, il faut vous réveiller à 5 h du matin, dormir à minuit. » Mais à nouveau, moi, je reviens, je suis quelqu'un de très croyant. Hein. Le succès, c'est pas moi. Hein. Je peux être le meilleur du monde. Voilà, moi, je peux dire « Ok, peut-être demain, on peut faire un quiz. Les gars, ramenez-moi qui vous voulez. On fait un quiz sur le mobilier qui existe dans la planète. Je pense que je peux déglinguer tout le monde. » C'est pas ça qui fait le fait que je serai le meilleur. Je serai le meilleur dans mon activité. Est-ce que je vais réussir? Peut-être pas. Parce que si je suis très bon, mais qu'il n'y a personne qui vient me demander de travailler pour lui, à quoi elle sert toute cette expertise? Et donc, en fait, donc, la clé du succès, si on devait la définir, elle n'est pas définissable. C'est comme l'ADN. Il y a plusieurs clés, il y a plusieurs succès. Et pour réussir dans la vie, moi, j'ai toujours fait juste de votre mieux. Et soyez conscients que tous, on a le devoir et l'obligation de l'effort. Le résultat, il ne dépend pas de nous. Le mec qui pense que le résultat dépend de lui, il se prend pour Dieu. Et donc là, pour moi, c'est autre chose. Donc voilà, donc moi, c'est ce que je dis, j'encourage tout le monde, vraiment, levez-vous, faites de votre mieux. Ça, pour moi, c'est ça la clé du succès. Une fois qu'on fait de son mieux, en fait, déjà dans sa conscience, on est bien. On sait qu'on a donné le maximum, et que s'il y a un chouette résultat, tant mieux. Et nous, on dit, s'il n'y a pas un chouette résultat, tant mieux. Ça veut dire peut-être que je devais faire autre chose. Et moi, une des plus belles preuves dans ce parcours, c'est que à 19 ans, je suis un acharné du sport, un passionné du sport. Et je pense que si je n'avais pas eu ma blessure au genou, parce que c'est une blessure au genou qui m'a fait me réorienter, je serais toujours certainement soit para, soit peut-être dans une troupe d'élite quelque part. Alors certainement que je ferais des choses utiles et j'essaierais de sauver des vies et tout. Mais si vous me dites aujourd'hui avec le recul, Isma, tu préfères ta carrière sportive paracommando, ta carrière aujourd'hui dans le design et ce que tu es en train de faire et apporter plein de bonheur aussi aux gens et tout. 1 million de fois cette carrière-ci. En fait, cette carrière, elle est née d'une blessure. Au moment où j'ai eu la blessure, c'était un échec. Complètement. Si on doit dire ça comme ça, moi je suis dedans, je suis à fond et je peux plus. Le matin, je vais à la caserne, je sais plus m'entraîner, je sais plus sauter, je faisais des sauts comme un malade mental. Moi je prenais des trucs 9 mètres de haut, je sautais sans rien, sans harnais, sans rien. 9 mètres, 3e étage, boum. C'était une normalité pour moi. Et puis vous pouvez même pas sauter 3 marches d'escalier. J'avais plus plié mon genou. Donc on pourrait dire, non, en fait ça a été le plus beau cadeau que Dieu m'a donné. C'est une très belle chose qui m'est arrivée. Mais ça, il faut avoir un peu de recul. Et c'est pour ça que moi, j'encourage vraiment les jeunes aujourd'hui, parce que c'est quelque chose qui nous manque. Hein. Cherchez le bonheur à travers vous-même. En fait, en faisant le bien. Et c'est très facile. Toi, tu ramasses un papier dans la rue, tu te sens utile. Tu as une vieille dame qui passe, si tu peux aider à la traverser, un sourire, tu te sens, tu vois. Juste ça, c'est gratuit, c'est accessible à tout le monde. Et moi, j'encourage les jeunes à le faire parce qu'on ne le voit plus beaucoup. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Et puis, moi, je le vois surtout avec la jeunesse actuelle, ils voient surtout la finalité. Comme par exemple, les vidéos que tu as pu faire avec des stars comme Vita ou Anelka. Ils voient la finalité, mais ils ne voient pas le process qu'il y a eu entre le début et la fin. Et donc, quelque part, il faut pouvoir inculquer aussi aux jeunes qu'on ne devient pas quelqu'un du jour au lendemain et que c'est quelque chose qui se travaille en longueur aussi, quoi. Clairement, là tu le dis, on ne devient pas quelqu'un du jour au lendemain et on ne sait jamais en fait si on est quelqu'un. Moi je dis toujours, tu n'es quelqu'un que quand on t'a enterré. Si quand tu as enterré, tu as un bel enterrement, il y a des gens qui viennent et qui disent, qui font des beaux témoignages, c'est là qu'on peut dire ok, il est parti bien. Parce que tant que tu es ici, tu es toujours, tu vois, lié à tout ce qui se passe. Mais effectivement, tout prend du temps. Et moi, j'adorais aussi la citation de Usain Bolt qui dit, tu vois, j'ai mis 9 secondes et quelques poussières pour être champion du monde et battre le record du monde. Mais ça m'a pris 20 ans à y arriver. Et en fait, c'est exactement ça. Les gens voient, moi, que ce soit Vita ou Nico ou d'autres, en fait, ce qui est chouette aussi, c'est que c'est jamais moi qui ai été toqué à leur porte. Ils sont arrivés. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu des bonnes choses sur notre travail, sur aussi ce qu'on est, ce qu'on fait. Et je pense que voilà, ça se transmet, mais ça prend du temps. Clairement, il y a eu des sacrifices qui n'ont pas été évidents. Moi, pendant 14 ans, je n'ai pas pris de week-end.
J'ai bossé samedi, dimanche. Alors, je dis pas que c'est un exemple à suivre. Parce que vous vous souvenez, quand j'ai dit quand je me suis marié, j'ai arrêté la sécurité parce que je voulais quand même avoir un cocon familial solide. Pour moi, ça, c'est le plus important. Le foyer, un mot que moi, j'entends plus beaucoup. Mais pour moi, ça, c'est la priorité number one. Et tu peux pas, pour moi, avoir réussi dans la vie si t'as pas réussi ta famille. En tout cas, bon, bien sûr, ça peut toujours arriver, on peut tomber sur la mauvaise personne, donc c'est une façon de parler. Mais je veux dire, dans ma définition, à moi, à la fois du bonheur et du succès, c'est d'essayer de faire tout son possible pour avoir encore un vrai foyer et transmettre ce qu'on peut transmettre à nos proches. Il y a eu de très belles choses qui ont été dites. Moi, je suis vraiment en phase avec tes valeurs et ce que tu dis. Et c'est vrai que ce qu'on dit généralement, c'est que les personnes qui sont en fin de vie, ce qu'ils expliquent justement comme souvenir, la dernière phrase qu'ils vont dire généralement, c'est toujours avec de l'émotionnel et de l'amour. Ouais. Ils vont penser à leur famille, ils vont jamais dire je suis tellement content d'avoir acheté ma Ferrari. En fait, ça ne vaut plus rien. Ouais, c'est Donc, clair. Et en fait, tu sais, c'est marrant parce que tu prends le point et tu parles en fin de vie. Et c'est vrai que souvent on fait le bilan quand on a la chance, c'est-à-dire quand on n'est pas parti d'un accident en fin de vie. Et souvent, on le voit dans tous ceux qui font des bilans, même des Steve Jobs et compagnie, il y a beaucoup de regrets dans ce qu'ils disent. Et moi, je dis toujours, essayez de vivre sans regrets. Ça ne veut pas dire sans erreur, hein. Des erreurs, on en fait tous et tout le temps. Moi, ça fait 10 ans, tu sais, le fameux 31 décembre, là, tu dis, c'est quoi mes trucs? Mon rêve, mon kiff, c'est toujours dire, allez, d'espérer pouvoir rentrer plus tôt à la maison. Mais ça reste toujours un souhait. J'y arrive pas encore. Ça veut dire que j'ai pas encore vraiment réussi à atteindre mes objectifs à moi, mais je vis sans regret. C'est-à-dire que tout ce que je le fais parce que j'aime le faire et je fais de mon mieux. Et le truc, c'est que moi, je l'ai vu surtout avec les retraites, les gens qui sont retraités. Ils disent, tu sais, on attend notre retraite pour profiter de la vie. Et moi qui ai appris très jeune à essayer de profiter de la vie, tu vois, je dis, mais en fait, les gars, c'est une grande erreur ce que vous faites. Parce que tu sais pas comment sera ta santé. Tu sais déjà pas si tu vas y arriver à la retraite. Et puis souvent, quand tu arrives à 70 ans ou 65, peu importe, bah, tu n'as plus envie des mêmes trucs. Et donc, essayons d'apprendre à profiter un peu de sa vie chaque année. Parce que qui a une garantie que l'année prochaine, il est là? Toi, tu sais déjà demain que tu es là? On ne sait pas. Et donc, essayez de faire du bien et profiter chaque année et ne pas attendre. Parce que malheureusement, on nous apprend très mal à l'école la retraite pour profiter. Complètement. Et au niveau des valeurs, c'est vrai que chacun, évidemment, a un peu ses définitions. On avait dit d'ailleurs les clés du succès. Moi, par exemple, ce que je fais le matin avec ma plus grande fille, quand je la conduis, je dis toujours, il y a deux choses hyper importantes dans la vie. C'est d'abord la famille et puis la santé. Et je dis le reste, au final, c'est clair. C'est pas du tout important. Ouais, voilà, je pense que ça résume bien. Après, à nouveau, il ne faut pas que ce soit mal interprété par nos auditeurs. Bien sûr. Moi, j'encourage tout le monde à avoir une belle vie. Et il n'y a pas de mal à vouloir réussir aussi financièrement. Il faut juste vraiment se mettre dans la peau que la fin de 1 ne justifie pas les moyens. Donc on ne doit pas vouloir, entre guillemets, être riche ou réussir financièrement à tout prix. Non, il y a des réussites qui n'en valent pas la peine. Perdre aussi ses valeurs, son honneur pour de l'argent, ben, on se perd soi-même. Donc dans ce cas-là, tu ne vaux plus rien. Tu peux avoir des millions, mais si tu n'as pas de parole, tu ne vaux rien. Si tu n'as pas de valeur, tu ne vaux rien. Tu vois. Et je pense que aussi la patience, c'est bien. Moi, les gens, beaucoup aujourd'hui, tu sais, on s'écrit, bah, tu connais les réseaux, il y a Insta. Moi, les gens, des fois, me disent, ouais, Isma, tu as fait comment? Je dis, ouais, je peux te dire comment j'ai fait. J'ai commencé 2 ans à 1 100 € par mois, 6 jours semaine. Commence comme ça. Et tu sais quoi? En 2 ans, et même pendant 4 ans que j'ai bossé pour mon patron, je ne suis pas arrivé une seule fois en retard. Pas une fois. J'étais là tous les matins, 10h moins quart, 10h moins 20, le magasin ouvrait à 10h. Je m'asseyais, il y avait un arrêt de bus en face, je m'asseyais là, j'avais un petit journal ou de quoi lire, et j'attendais que mon patron arrive. Voilà. Et j'y suis resté comme ça tout le temps, je ne suis jamais arrivé. Une seule fois, je suis arrivé, c'était pas en retard, je suis arrivé donc à 11h30, je m'étais cassé la gueule au ski, j'avais 5 côtes cassées, j'étais aux urgences à 5h, et j'avais un certificat médical d'1 mois. Je suis arrivé à 11h30 du matin. Voilà. Et c'est ça en fait, il n'y a pas de secret, c'est quand on dit voilà, une des clés, c'est une des clés. C'est pas la clé, mais c'est une des clés, c'est de faire de son mieux. Voilà, rien de plus. Faites de votre mieux. Je dis, il ne faut pas tous être des champions du monde. Hein, dans un championnat du monde, il y a un premier, il y a un deuxième, il y a un troisième. Si le 6e, il a donné du mieux qu'il pouvait, il est 6e, c'est magnifique. Moi, je n'ai pas la même exigence avec mes enfants. Hein, j'ai un grand qui étudie assez bien, je vais avoir une exigence parce que Dieu lui a donné des facilités. Donc moi, je vais prendre ses capacités et je vais le juger par rapport à ses capacités. Et bien sûr, je vais être beaucoup plus sévère. Si ma fille elle a plus de facilité ailleurs, mais qu'à l'école elle est un peu plus moyenne, je vais avoir une exigence par rapport à ses capacités à elle. Mais du moment que tous les deux font de leur mieux, ça me convient très bien. Et c'est ça qu'il faut apprendre à nos jeunes. Ouais. Donc pour tous ceux qui écoutent et qui développent justement des business ou qui veulent, c'est vrai, comme tu l'as dit Elvis,
on regarde toujours le résultat. Et moi, c'est le genre de post, évidemment, sur les réseaux que j'adore. C'est quand les gens, ils expliquent, mais là, j'en suis là, mais ils montrent tous les échecs. Et ça, vraiment, je trouve ça hyper inspirant toujours. Non, c'est clair. C'est-à-dire qu'en fait, il faut, comme tu l'as dit, c'est des nouvelles aventures et ça te permet parfois d'arriver là où tu es. Et sans tes échecs, au final, comme tu l'as dit, tu serais Non, pas c'est du certain. tout, Et je veux dire, c'est pas toujours des échecs, mais c'est souvent des épreuves. Ouais. Il y a rien de facile. Et ça, aujourd'hui, j'ai envie de dire plus, surtout nous en Europe, en fait, où il y a déjà dans tous les business une concurrence très haute. Très compliqué. Puis tu as le monde d'Internet aussi. Toi, tu es là, rien que moi. Ici, j'ai un chouette showroom, on y met les moyens, c'est beau, c'est décoré, il y a du chauffage, on offre le café, il y a tout, il y a du personnel bien payé. Et puis, tu sais, tu as des références. Bon, moi, je suis un vendeur de mobilier aussi. Donc, on a du design. Et là, j'ai encore envie de dire quelqu'un qui vient payer pour mes idées. Bah, je suis pas concurrentiel parce que j'ai un seul cerveau. Donc, si tu veux mes idées, tu veux mes idées. Mais si tu veux ma chaise, ma chaise Catalan Italia, le modèle Magda, je veux dire, moi, je l'ai. Je vais faire de mon mieux pour la distribuer, la revendre au meilleur prix. Mais tu peux toujours trouver un bradeur qui, lui, n'a pas de magasin, offre aucune garantie, chipote avec la TVA et il brade le produit. Et qu'est-ce qui va faire que nous, aujourd'hui, c'est tout, voilà, le service, l'accueil, le sourire, mais on est quand même confronté à une concurrence qui n'est pas toujours loyale, qui utilise des fois certains systèmes ou mécanismes qui ne sont pas ce que nous, qui ne correspondent pas à nos valeurs. Mais malgré tout, voilà, il faut tenir le coup. Et effectivement, il y a des épreuves, c'est pas facile, mais il faut faire de son mieux. Et quand on fait de son mieux, moi je dis honnêtement, voilà, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de regret, parce que si ça marche pas, il faut juste chercher ailleurs, quoi, ou autrement. Et est-ce que tu as été confronté avec des styles à des doutes, remises en question, ou tu as voulu à un moment tout abandonner, changer, ou non, tu as toujours été... Alors, avoir des doutes, oui, bien sûr, bien sûr. Tu sais, quand tu fais de la qualité, et quand tu es face à un monde où 95% de la population est dans le fast food, dans la fast consommation. Tu sais, on va pas citer certaines marques, mais on connaît tous des marques où tu vas, tu consommes du beurre comme tu consommes un croissant. Et que toi, tu es là en train de te battre contre le monde entier. Alors, les gars, je suis désolé. En fait, moi, je vends pas du meuble. Moi, ce que j'essaye de faire en sorte, c'est de créer d'une manière ou d'une autre des conditions de vie confortables, convenables, où, en fait, les couples et les familles ont envie de se retrouver à la maison, après le travail, après l'école. Donc, j'essaye de dire aux gens, s'il vous plaît, les amis, aujourd'hui, quand on analyse, on parlait tout à l'heure des clés, que ce soit de la réussite ou des échecs. En fait, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Moi, je vois depuis 30 ans exagérer de divorces. Moi, je suis issu d'une famille méditerranéenne. Grâce à Dieu, j'ai des parents qui sont mariés depuis 55, 56 ans. Moi, j'essaye, voilà, on est mariés depuis 22 ans. Et j'essaye d'avoir cet idéal où on essaye, on fait de son mieux. C'est pas facile, mais on tient à son foyer. Ça, c'est le truc pour lequel, quand on signe, c'est normalement pour le meilleur et pour le pire, et idéalement à la vie, à la mort. Ça, c'est ma vision de mon idéal. Et quand je vois les couples aujourd'hui, moi, c'est un drame. J'ai des amis, ils ont 45 ans, ils sont mariés 4 fois. Ils ont 4 enfants avec 4 mamans différentes. Et en fait, tu te dis, c'est quoi les valeurs d'aujourd'hui et qu'est-ce qui fait que ça ne réussit pas? Alors, bien sûr, il y a l'attitude des uns et des autres, ça c'est certain. Mais il y a aussi, en fait, que le couple, la maison, n'est plus devenue une priorité. Alors, je prends un bête exemple. Moi, mes parents je suis né et j'ai grandi à Scarbeck, dans une avenue qui a jour, ce quartier n'est pas top, mais c'est une avenue, il y a des maisons de maîtres. Et tu sais, tu rentres dans les maisons de maîtres, tu vois des escaliers en marbre, c'est extraordinaire. Tu vois les cheminées, tu vois les vitraux, tu vois le plancher. C'était des marketeurs, c'était de la décoration, tu avais des étoiles dans le plancher. Et aujourd'hui, moi j'ai la chance de visiter des penthouses à 2 millions d'euros, il y a du J-Proc et des portes en contreplaqué. Mais c'est à quel moment qu'on a bugué en fait? C'est à quel moment qu'avant, tu sais, moi, mon père, ma mère, avant même de m'acheter ne fût-ce qu'une montre à 500 euros, je te parle même pas d'une montre de luxe, avant de m'acheter une paire de baskets de marque. Mes parents m'ont dit, Isma, la maison, tu fais du mieux que tu peux. Parlez pas de luxe ou quoi, c'est juste, voilà, si un jour t'envisages d'être un chef de foyer, un papa, un mari, et ta femme, tu la mets bien. Tu vois? Qui parle comme ça encore aujourd'hui à ses enfants? Moi, j'entends que des trucs de malade, tu vois, où on est avant même le mariage, c'est 50-50 et tout. C'est des choses que j'ai pas connues. Hein. Tu sais, t'es un bonhomme, tu fais un truc bien. Et avant d'avoir des signes extérieurs de richesse, faut que ton intérieur, il soit bon. Alors, tant l'intérieur en tant que personne, tant que ton intérieur en tant que maison. Et donc, moi, si tu veux, dans mon activité, ce que j'essaye de faire, c'est de réapprendre aux gens à remettre la maison et le foyer comme priorité number one. Je pars du principe que si tu es bien quand tu rentres, là, tu peux te battre contre la planète entière. Tu te sens costaud, tu te sens fort, tu te sens équipé. Quand tu rentres à la maison et que ça va pas, madame, ça va pas, les enfants, ça va pas, toi-même tu rentres, t'as honte de recevoir un pote.
tu vois. Ben, comment tu vas aller le lendemain te battre contre le monde quand tu es indépendant, que tu as déjà tous les challenges qu'on a tous, tu vois? Ouais, complètement. Non, tandis que quand tu rentres et que c'est chouette à la maison, au moins tu y passes un petit moment de repos, ta femme elle est bien, tout le monde est bien. Et en fait, moi c'est ça que j'essaye de faire. C'est de remettre en fait l'amour de la maison, l'amour du vrai. Il n'y a plus de vrai, aujourd'hui tous faux, tu as les raisons, on donne des fausses images. Et moi j'aime bien le beau, il n'y a pas de problème. Donnez-vous des belles images, mais soyez beau aussi derrière. Soyez pas beau que dans ce qu'on voit. Moi, des fois, j'ai des clients qui bossent pour moi, qui me disent Isma, ouais, non, la chambre, ça, on voit pas, il n'y a personne qui rentre. C'est quelque chose, je ne laisse pas dire. Je dis, les gars, c'est pas une question de personne qui rentre ou personne qui rentre. C'est une question de vous, votre propre valeur. Et donc voilà, ça, c'est ce qui fait vraiment ce que je me prends comme une vraie mission. Et je le fais à mon échelle en me disant tout ce que je peux sauver comme vie, en changeant un peu la mentalité. Et tu le vois, moi j'ai beaucoup de clients pour qui j'ai retravaillé, je sentais, c'est l'homme il avait sa vie de son côté, la femme c'était la maman, et en fait ils sont redevenus très complices parce que la maison est redevenue un foyer, on reçoit les copains, les amis, parce que bien sûr quand c'est plus chouette, plus propre, plus beau, on a plus envie de recevoir que quand ça ressemble à rien. Donc voilà, ça c'est un peu ma mission. Mais en fait, tu vends de l'expérience, si je peux le dire comme ça. C'est un peu le principe même de vends-moi ce stylo. C'est qu'en fait, c'est pas un stylo, c'est derrière. Il y a toute une histoire, il y a toute une. En fait, plus que vendre, parce que j'aime pas tellement le vendre, moi j'aime bien partager. Et tu sais, je partage d'abord une philosophie. C'est-à-dire qu'il y a des gens avec qui je parle et je vois bien qu'ils sont pas alignés, ça ils ont rien à foutre et tout. Je me fatigue pas à essayer de les forcer à changer. Tu sais, on dit souvent tu peux amener le cheval jusqu'à l'abreuvoir, mais tu vas pas le forcer à boire. Donc moi, ce que je fais, je partage d'abord mon état d'esprit. Je dis voilà, moi je vois que dans ma propre vie, j'ai la chance aussi d'avoir une grande famille. J'ai 10 frères et sœurs, donc 7 sœurs, 2 frères, et c'est incroyable, j'ai trouvé une femme qui a 7 sœurs, 2 frères. Wow, donc tu prends juste moi, ma femme, c'est un microsystème, on est 20 belles familles. Et ça te donne une culture générale extraordinaire, une richesse extraordinaire, parce que tu vois de tout partout. Et tu sais, tu te nourris, tu prends le meilleur là, le meilleur là, le meilleur là, le meilleur là. Et aussi, bon, je vois autour de moi, je suis quelqu'un de très sociable, moi j'aime beaucoup les gens, et j'observe. Et je vois, tiens, pourquoi là ça marche, pourquoi... Mais nos parents déjà. Moi, j'adore dire mes parents, c'est pas des riches, mon père a été taximan. Je peux pas dire avec 10 enfants à la maison, voilà quoi, c'est pas facile. Et ma mère, encore aujourd'hui, là, on est là-dedans, quoi, 19 septembre 2025, on le dit, comme ça on l'enregistre. Mes parents, je pense 55 ou 56 ans de mariage, et je le dis tout le temps, ma mère n'a jamais invité d'amis au restaurant. Mais ça, c'est extraordinaire. Où on est, nous, en fait, à côté de ses parents. On leur arrive même pas à la cheville. On a des facilités qu'eux n'avaient pas. Ils n'avaient pas de lave-vaisselle, ils n'avaient pas de machine à laver. Ma maman, pour mes grandes sœurs, elle n'avait pas de linge. C'était du tissu qu'il fallait nettoyer. Imagine-toi le truc. Et ils recevaient, il y avait cette générosité, cet amour. La maison, elle vivait. Moi, j'ai la chance de grandir dans une maison où il y a de la vie, tu vois. Et aujourd'hui, il n'y a plus de vie. Il n'y a plus, les gens, ils rentrent sur leur téléphone, quand ils rentrent, il n'y a plus de vie, et puis tu vois, c'est là. Et donc, il faut redonner, vraiment. Et c'est ça, en fait. C'est pas je vends. Avant même de parler de mobilier, en fait, le mobilier, pour moi, il est un outil. Un accessoire, mais avant ça, il faut le mindset, il faut le changer. Il faut être d'accord que notre mode de vie, il n'est pas au top et qu'on peut l'améliorer. Et une fois qu'on a compris qu'on peut l'améliorer, que la priorité, c'est de se rapprocher les uns les autres, le reste, c'est un des outils, un des accessoires, un des ingrédients pour arriver à la clé du succès, qui pour moi est la réussite et le bonheur personnel. Et attention, quand je dis personnel, c'est pas individuel, c'est toujours en famille. Est-ce que là, tu pourrais considérer que tu es heureux à l'instant T ? Ah ouais, non, moi je suis heureux. Moi, je suis heureux. Moi, je peux toujours dire, j'ai pas une vie facile, sincèrement, parce que j'ai mes challenges, je rentre tôt, je sors tard, je me fais engueuler une fois sur deux par ma femme qui me dit, voilà, tac, tac. Mais non, mais je suis heureux. Je suis heureux. On a eu de la chance d'avoir une vie extraordinaire. Et je le dis aussi à mes enfants, on a fait en 10 ans ce que d'autres n'ont pas fait en 5-6 générations. Tu prends le monde du design et du mobilier. Moi, je reste que le petit, entre guillemets, Ismaël Boufraï de Scarbeck. J'ai ouvert un magasin de meubles à Anderlecht où on vendait des chaises à 29 €. Aujourd'hui, bien sûr, on vend toutes les catégories de chaises, mais je suis également distributeur des chaises Bugatti qui sont aujourd'hui en chaises, entre guillemets, de série, des chaises à 25-26 000 €. Donc on a presque fait x1000. Je pense pas que dans le monde, il y a d'autres parcours similaires. Et le faire d'ici, depuis Bruxelles, dans un marché qui n'est ni Dubaï, ni Los Angeles, ni Miami, c'est extraordinaire. Donc en soi, on est déjà l'outil d'un miracle. Si on devait mentorer aujourd'hui, moi je suis content. J'ai fait quelque chose dans mon domaine, sans en avoir aucune prétention, sans jamais avoir fait un seul crédit à la banque, pas un seul de toute notre vie. On est moi et mon beau-frère Mohamed, à fonds propres, à notre rythme. Il nous a fallu 10 ans pour faire ce magasin. On m'a dit, ouais, pourquoi tu pas fait avant? Parce qu'on n'avait pas les moyens de le faire avant et qu'on ne veut pas emprunter à la banque. Ici, moi, quand on a ouvert le 1er février 2020, 14 mars, c'est Covid. Hein. Tu vois, si je me casse la gueule, c'est l'héritage de tes enfants. Et c'est pas grave, c'est OK.
C'est la vie. Moi, je ne suis pas construit avec l'héritage de mes parents, tu vois. Donc, j'apprends à mes enfants aussi de se construire eux-mêmes. Et non, c'est pas grave. J'ai essayé. Si ça a marché, tant mieux. J'ai parié gros, mais j'ai pas fait le con. J'ai pas été jouer au casino. J'ai dit dès le départ, je veux changer le game. Et après changer le game, je veux être le game. Et c'est ça le truc, en fait. Ouais, t'avais ton chemin. Et pour le moment, t'y es arrivé. Donc, on est encore en chemin. On est encore en chemin. On n'est pas encore arrivé. Il y a encore des choses à réaliser. Il y a encore beaucoup, tu parlais de futur et je dis souvent quand on parle de futur, les gens pensent qu'on est arrivé parce que c'est clair qu'ici en Belgique, on s'est positionné à un niveau qui n'avait pas encore été atteint. Mais je dis toujours, tu sais, je prends souvent le Burj Khalifa parce que c'est l'exemple aujourd'hui, c'est la tour la plus haute qui existe. Et tu sais, pour avoir un peu suivi sa construction et son évolution, et je dis toujours, tu sais, t'as des très 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 grosses fondations qui sont énormes, peuvent porter ce building. Puis tu sais, t'as le premier étage qui est le mall, si tu veux, enfin le premier niveau, pas étage, parce qu'il est sur plusieurs niveaux déjà, mais t'as le mall, et puis t'as la tour réellement qui est montée. Et je dis, voilà, nous on est au niveau du mall, tu vois, donc ça va, on arrive à voir le sol, mais la tour, elle a encore à grimper. Hein. Et t'as déjà des projets que t'as envie éventuellement de dévoiler ou c'est secret? T'as déjà une vision Une vision, j'ai une vision. Après, je ne dévoile pas parce que non. Je dis juste, moi, en fait, j'ai toujours fonctionné avec un peu le destin. Tu sais, moi, je prie beaucoup, c'est Dieu, c'est pas moi. C'est Dieu, c'est pas moi. C'est Dieu, c'est pas moi. Et donc, oui, bien sûr, j'ai besoin de mes amis, j'ai besoin de mon contact, de mes réseaux, j'ai besoin de vous, en fait. Moi, je dis toujours, je suis que le résultat aussi de mes clients, de mes amis, de ma famille. Je me fais pas tout seul. J'ai une chance pour l'instant assez extraordinaire que 80% de mes plus beaux projets sont des amis des amis. Donc c'est du réseau direct. Moi, j'ai jamais été toqué à une porte et aller aller chercher les gens. Et en fait, j'aime souvent dire que jusqu'ici, j'ai fait de l'extraordinaire pour des gens ordinaires. Et donc moi, mon objectif maintenant, c'est d'aller chercher les gens extraordinaires pour les amener à un niveau out of this world, quoi, tu vois. Donc ça, c'est ce sur quoi on travaille pour le moment. Ok. Bah, écoute, tout en continuant, bien sûr, à conseiller tout le monde du mieux qu'on peut. Ah bon, on va suivre. Hein. Génial. Et t'aurais des conseils pour des gens, des jeunes qui nous regardent, qui veulent se lancer? Peut-être comme tu dis, ils n'ont pas de fonds propres. Ou, qu'est-ce que toi tu conseillerais? Quelques conseils justement? Écoute, moi il y a une phrase que mon beau-frère me disait souvent quand j'étais un peu plus jeune et j'adorais cette phrase. Et il faut des fois la remettre dans son contexte. Il me dit, Isma, ça c'est pas un steak pour mon bec. Et ce qu'il faut apprendre aux jeunes aussi, c'est pas... À la fois tu peux viser très loin, mais alors faut pas viser vite. Faut pas te dire que le très loin, tu y arrives, tu vois, un marathon ça prend 2 heures, un 100 mètres ça prend 10 secondes. Ou 12 pour un mec qui court déjà assez bien. Mais tu dois pas imaginer que tu vas faire le marathon en 12 secondes. Ouais. Donc alors, soit tu te dis, moi, je veux faire un 100 mètres, et tu cherches un objectif qui peut être un peu compliqué à atteindre, mais que tu peux atteindre. Le problème, c'est à nouveau ce que tu disais tout à l'heure, Elvis, c'est que les gens, ils veulent trop vite, aller trop vite. Non. Moi, le meilleur conseil que j'ai à donner, c'est donne-toi quelque chose que tu sais faire, ou que tu peux faire, sans justement aller nécessairement chercher, tu vois, des fonds ou en te trouvant des excuses, parce qu'après, tu te dis, ouais, je sais pas le faire parce que j'ai pas les fonds. Non. Il y a plein de... Moi, il y a des gens, ils viennent me voir, ils veulent faire un restaurant. Et l'idée qu'ils ont de ce truc-là, il leur faut 500 000 euros. Je dis, ben, tu sais quoi? Commence avec une petite, un petit food truck. Si tu penses que tu es déjà doué, fais un food truck, teste un truc, fais, moi, je sais pas, des hot dogs, mets-toi près d'un truc. Commence à faire quelque chose qui fait rentrer un peu plus d'argent que juste un salaire. Et on verra bien, tu vois. Mais te dis pas direct, je vais faire le grand restaurant, 200 couverts, il me faut 600 000 euros, plus un pas de porte, plus si. Non. Commence avec quelque chose que tu peux aller chercher. Même si déjà pour le food truck, il te faut peut-être 30 000 et tu les as pas, mais 30 000, tu peux les atteindre plus rapidement que 600 000. Donc c'est ça, le truc c'est de trouver le bon steak, celui que toi tu peux aller chercher, tu vois. Donc voilà, et en même temps, après, quand tu fais quelque chose, moi je dis toujours, ne te mets aucune limite. C'est-à-dire si tu fais ton food truck, dis-toi que si c'est un truc qui marche, tu peux le franchiser et tu peux en faire 200. Et peut-être que ça va t'amener plus loin que le resto. Parce que ça, peut-être, tu vas pouvoir le gérer plus facilement. Donc, moi, quand j'ai commencé les meubles, je me suis jamais dit que, tiens, je vendais des meubles entrée moyen de gamme. Je me suis jamais dit que je vendrais jamais un canapé à 10 000 ou un canapé à 100 000. Non. Si je sais que ça existe, si j'y vois une opportunité de le mettre quelque part, le tout, c'est toujours là d'être un bon conseiller. Même si tu as quelqu'un qui a les moyens, qui peut mettre un canapé à 100 000, si le mec il a un appartement à 500 000, tu ne vas pas lui mettre un canapé à 100 000 quand bien même il a envie de l'acheter. Tu lui dis raisonnablement, non, écoute, il faut aussi une question de proportion, ça ne se met pas là-dedans. Si tu veux mettre un canapé à 100 000, tu fais une baraque au moins à 10 millions, et là on commence à discuter. Et ça, c'est un petit peu la notion que tu accompagnes vraiment
tes clients, voilà, aussi en termes de conseils. Et toi qui es dans Belgium Invest, c'est ça aussi. C'est quel est le bon sens d'investir dans un intérieur, tu vois, cohérent. Et voilà. Et donc ici, moi, le meilleur conseil que j'ai à donner aux jeunes, c'est faites quelque chose. Faites quelque chose et essayez d'aller chercher votre limite en fait à vous, mais que vous savez réaliser. C'est ça qui est difficile à trouver. C'est un bon conseil, hein, c'est de passer à l'action. Hein. Ouais, exactement. Parce que les doutes, de toute façon, au final, il y en aura toujours. Les échecs aussi. Donc, moi, je pense que si tu n'en as pas, tu n'avances pas aussi. Qui a une certitude sur quelque chose? Et puis moi, ce que je dis toujours, c'est que quand c'est trop facile, c'est nul. Il faut du challenge. Là, je suis d'accord. Il faut que ce soit exactement. challengeant. La saveur de... Là, tu sais, tu le vois avec beaucoup d'enfants, de fortunés, même des gagnants du loto. Si tu prends le nombre de gagnants du loto qui ont fini par se suicider, parce qu'en fait, ils n'ont pas eu la valeur des choses. Il y a eu l'argent, mais si tu n'as pas la valeur, en fait, ton truc, il n'a pas de goût. Le premier, le deuxième, il est un peu excitant, mais après, il n'y a pas de goût. Ce qui est chouette quand même, c'est d'un peu souffrir et d'aller chercher ce que tu as besoin, ce que tu as envie. Ça, c'est ce que tu as retrouvé avec le sport à l'époque, j'imagine. Ouais, je pense que le sport donne beaucoup, honnêtement. Moi, le sport, en tout cas, il m'a sauvé parce que j'étais issu d'un quartier qui s'appelle la Cage aux Ours. Ouais. Les Bruxellois connaissent. Tu t'adresses au monde, donc certains ne connaîtront pas, mais la Cage aux Ours, c'était le Bronx chez nous à Bruxelles. Moi, j'ai vu des gens se faire tuer quand j'avais 7-8 ans. Tu ne pouvais pas comprendre ce que c'était une arme blanche, un couteau et planter quelqu'un. Je voyais des gens dealer de la drogue tous les jours, et c'est mon père et le sport qui m'ont sauvé. Papa, par justement cette discipline acharnée de tu ne t'arrêteras jamais dans un coin de rue. Il y avait vraiment sous glace, tu t'arrêtes dans un coin de rue, ben, ça va mal se passer pour toi. Et puis le sport m'a effectivement appris la discipline, la volonté d'aller chercher des choses, de se battre. Et c'est vrai qu'on sous-estime aujourd'hui malheureusement le sport. Moi j'aime bien les pays où le sport il est vraiment ancré, même à l'école. Tu vois, et nous aujourd'hui, malheureusement, on a des générations de paresseux et ces écrans n'aident pas beaucoup. On passe beaucoup de temps derrière nos écrans, on ne bouge plus assez. Mais le sport, ça aide énormément, Mathieu. Je confirme. Mais c'est vrai qu'en fait, on en avait discuté dans un autre podcast et j'aimais bien l'analogie, c'est que par exemple, entre sport et business, c'est qu'en fait, le sport peut t'amener une satisfaction quasi immédiate. C'est vrai. Une réussite et une confiance en toi, parce que tu te dis, même si je suis pas très bon en course, j'ai envie de faire les 20 km, il te faut quelques semaines, quelques mois pour y arriver. C'est vrai. Et alors, tu vas en ressortir une énorme satisfaction que, par exemple, le business, généralement, c'est quantifiable avec une façon monétaire et de se dire, j'ai envie d'atteindre 1 million, mais tu vas peut-être pas y arriver, peut-être pas directement, et donc, voilà, le chemin est beaucoup plus long. Et donc, c'est vrai qu'implémenter le sport, hygiène de vie et aussi confiance en soi. Mais après, c'est vrai que c'est une très belle analogie entre les deux parce que, en réalité, mais même quand tu vas au sport, moi j'ai fait 3 fois les 20 km de Bruxelles. Et tu sais, quand tu l'as fait, c'est 20, aujourd'hui c'est 40 000 personnes. Et quand tu es au départ, tu te dis toujours, il y a peut-être des gens qui se sont entraînés autant que toi en fait. Peut-être même qu'il y a des gens qui se sont entraînés peut-être même plus que toi. Pourquoi toi tu vas arriver plus vite que eux ou le contraire, tu vois? Et en fait, c'est un peu la même chose. Et c'est ça en fait, moi ce que j'aime, et c'est que en fait dans le business, mais dans la vie aussi, t'as jamais une garantie. C'est vraiment individuel, et c'est pour ça que je pense que plus important dans les partages qu'on fait, c'est vraiment de partager à chacun, de vraiment trouver son épanouissement, son bonheur dans son attitude. Si tu sais, tu cherches à être heureux de ton attitude, tu sais l'être tous les jours. Tu sais, moi, je voyage énormément, j'ai une chance incroyable grâce à mon travail, entre autres. Mais tu sais, tu vas dans des pays pauvres et tu vois des gens souriants. Parce que voilà, ils sont contents de se réveiller le matin. Et voilà, nous ici, on vit dans un pays qui est souvent gris. Aujourd'hui, on a un beau soleil, mais qui est souvent gris. Et tu sais, quand tu te promènes même dans des beaux quartiers, tu vois les gens sortir de leur maison, ils promènent leurs chiens. Tu vois que la baraque, elle est vraiment pas mal quand même. Et la tête, elle est jusqu'en bas. Parce qu'à nouveau, tu vois, on n'a pas cette mentalité. On a combien d'amis? Et nous-mêmes, ça nous arrive, je pense, tous. Il pleut, oh, fait chier, il pleut. Mais non. La pluie, ça arrose les plantes, ça donne des fruits, ça donne des légumes. Aime la pluie. T'es fou, quoi. S'il n'y a pas de pluie, on est tous morts. Il n'y a pas d'enfants, il n'y a plus rien. Et donc, apprenez à aimer la pluie, tu vois. Et c'est comme ça pour tout. Il faut trouver vraiment à avoir du bonheur dans chaque chose et de se dire que tout a un sens. Il n'y a rien qui n'arrive sans rien et pour rien. Et s'il y a un truc qui arrive et qui fait du mal, c'est souvent parce que nous, on a une mauvaise attitude. Et là, on le voit, que ce soit avec toutes les catastrophes naturelles qui réagissent, et aussi avec ce qu'on mange, tout ce qui est chimique et tout. Et donc là, ce sont des choses que nous, on doit corriger. Mais c'est pour ça que je pense qu'on doit vraiment partager. C'est important parce que j'entends trop de coachs qui parlent que business et que argent. Et je pense qu'on doit vraiment partager le fait qu'il faut aussi d'abord chercher son bonheur dans son attitude, pas dans autre chose. Pour ceux qui écoutent ça. Non, mais c'est un très bon conseil. Mais c'est vrai. Mais tu sais, si toi, de matin, tu décides d'être une bonne personne, je te jure qu'à la fin de la journée, tu vas être content. Ouais, je te jure.
Des fois, tu marches, tu vois juste un truc, moi ça m'arrive, tu vois, t'es là, mais t'as un truc qui te jette, je vais le ramasser, c'est pas moi qui l'ai jeté. Je vais le ramasser, je vais l'enlever du chemin. T'as l'impression d'avoir été utile, en fait. Tu te dis, j'ai fait un truc bien, même si c'est con, on parle de rien, hein, tu vois. Mais tu te sens bien. Tu vois une dame, tu lui fais un sourire. Bah, surtout moi, en plus, je suis typé marocain. Hein, toi, Elvis, t'as ta couleur qui parle pour toi. Des fois, on croise des gens, hein, tu veux même pas leur en vouloir. Tu te dis, les pauvres, avec les médias qu'il y a aujourd'hui, qui passent qu'un message, hein, tu vois, tu leur en veux même pas, mais tu leur fais un sourire, ils s'y attendent pas. Des fois, ils osent pas te répondre. Et c'est pas grave. C'est OK. Parce que moi, j'ai transmis un sourire. C'est elle qui a transmis autre chose. Mais moi, je me dis, OK, moi, j'ai eu une bonne attitude. Et c'est ça, en fait. L'attitude, on n'en parle pas assez. En fait, c'est des choses qui sont pas quantifiables, mais c'est vrai que comme tu le dis, même pour un business ou quoi, moi, je crois beaucoup à tout ce qui est karma et à l'effet un peu papillon. Tu l'as dit, tu ramasses un papier, mais en fait, il y a une série d'impacts derrière qui sont pas quantifiables, mais exactement. T'attires du bon derrière. Donc c'est que ça, en fait. Ouais, exactement. Donc voilà, encourageons les gens à faire le bien. Oui, complètement. Et alors, il y a aussi, on en avait déjà parlé aussi, c'est différents piliers, chacun les définit un peu à sa façon, différents piliers dans sa vie. Moi, je vois un peu comme ça, et donc j'ai toujours pilier famille, santé, travail, sport, par exemple, et ce genre de choses. Et c'est toujours essayer de trouver aussi un équilibre. Je trouve ça hyper intéressant parce que tu l'as clairement dit, il y en a évidemment qui sont très doués dans tout ce qui est business, imaginons. Exact. Et inversement, alors tu crées parfois des déséquilibres qui vont pas forcément te rendre heureux. Donc c'est intéressant de... Oui, et puis aussi intéressant de partager que même nous, après maintenant, ça fait 20 ans que je suis 21 ans que je suis dans la même activité, j'ai pas encore trouvé mon équilibre. Je ne vais pas encore assez à la salle de sport comme je voudrais y aller. Je ne vois pas encore assez ma famille comme je souhaiterais. Donc malgré tout, quand tu parlais tout à l'heure des challenges, c'est des vrais challenges. Parce que justement, au plus tu avances dans l'âge, au plus tu te rends compte du fait que c'est précieux le reste là. Tu vois, le sport pour ta santé, hein, pour rester en forme et tout. Et puis voir ta famille, parce que bien sûr, c'est un manque. Quand tu as 20 ans, ok, tu as envie d'aller conquérir le monde. Mais quand tu as 40, tu as envie de voir tes enfants grandir, tu as envie d'échanger. Tes enfants aussi, tu vois, sont ados, tu as des débats avec eux. Maintenant, moi, des fois, ils me répondent. Des fois, j'ai l'impression, même eux, ils oublient que c'est mes enfants. Tu vois. Et donc, tu as besoin d'être présent. Et tu sais, avant, moi, par exemple, mon père, il dit, fais, tu vois, ça prend 3 secondes. Aujourd'hui, tu dis à ton fils, fais, puis il débat avec toi, mais tu sais, papa. Et puis, tu vois le truc, tu pensais, il allait prendre 15 secondes, il prend 15 minutes. Mais c'est chouette. Mais il faut les avoir, les 15 minutes, tu vois. Et donc, en fait, tu as envie d'être plus présent, voilà. Et donc, ça fait que c'est un challenge continu de se dire, tiens, voilà, on essaye d'améliorer ce qu'on peut. Et effectivement, dans le business aujourd'hui, en plus de ça, c'est nous aussi, justement, beaucoup de gens, ils voient D-Style, ils voient ça, ils pensent que c'est facile. Mais non, moi encore aujourd'hui, on a besoin, justement, que les gens reviennent dans les showrooms. Parce que nous, aujourd'hui, on est face à une génération Internet où, tu sais, on sort plus de chez soi. Mais moi, je dis à tout le monde, et si vous venez pas nous visiter, nous, on va mourir, hein. Tu sais, c'est comme souvent, tu parlais tout à l'heure d'horlogerie. Je trouve que moi, c'est une de mes passions. Et de temps en temps, je lis ces trucs-là. Tu sais, tu vois les métiers d'art. Les vrais métiers d'art. Donc, les mecs, tu vois, qui font les cadrans, qui décorent, tout ça, qui vont décorer les mouvements et tout. C'est tout des trucs faits à la main qui sont devenus extrêmement rares. Mais tu sais, si tout le monde va acheter une Rolex, demain, les vrais horlogers, ils seront plus là, hein. Je veux dire, dans 50 ans, t'as plus d'horloger. Donc, les gars, arrêtez d'acheter des Rolex. Enfin, non, parce que j'ai un pote qui vend des Rolex. Donc, continuez à acheter des Rolex. Mais achetez le reste aussi. Dédicace à mes amis. C'est vrai qu'il y a tout l'aspect créatif derrière les artistes. Exactement. Et nous, en fait, tu vois, en tant que magasin, pareil, on a... Bien sûr, quand tu vends du mobilier de qualité, tu as besoin de l'expliquer. Si tu viens pas expliquer, là, par exemple, tu es assis dans un canapé où, voilà, ici, la coque est en aluminium, elle a été laquée de la couleur de la Bugatti Chiron qui est là, et le cuir, c'est le cuir de la voiture, j'ai choisi les fils, les coutures. Si tu l'expliques pas, à travers un écran, c'est pas toujours aussi facile. Et donc c'est bien, et on a besoin que les gens soient ici physiquement, déjà pour nous écouter, pour qu'on puisse partager aussi, ressentir eux-mêmes leur propre ressenti, savoir si ça les intéresse ou pas, si c'est dans leur budget ou pas. Et donc nous, on doit rappeler aux gens de venir fréquenter ce que j'appelle moi les commerces de proximité. On est là, on est physiquement là, on a un bâtiment qui coûte quand même un certain prix, donc il faut refaire l'exercice. Aujourd'hui, moi j'ai des demandes WhatsApp, j'ai l'impression que les gens ils se disent, tu sais me proposer une chaise? Oui, j'en ai 48 000 au bas mot. Donc je sais t'en proposer 1, 2, 3, 100. Mais si je parle avec toi 5 minutes, je vais directement comprendre ce que tu as besoin. Et donc idéalement, il faut venir ici, quoi. Donc on est, même nous, confrontés encore à des challenges. Et puis en plus, t'as pas l'histoire qu'il y a derrière. On fera justement le tour dans pas longtemps et tu nous expliqueras. Mais je pense à une boîte justement que tu as expliqué tantôt. Mais c'est vrai que tu vas la voir, tu vas te dire « Ah ouais, super intéressant », mais une fois que tu connais un petit peu l'histoire derrière, en fait, ça change radicalement. Ouais, et surtout ici, nous, chez D-Style, c'est moi, bon voilà,
je dois faire une collection, je suis responsable de ce qu'il y a dans ce magasin. Et en fait, très vite, quand j'ai commencé à justement me dire, tiens, je vais faire un truc pour les gens qui ont un peu de budget et faire du beau mobilier, en fait, tu sais que tu vas t'adresser à un public qui a presque les moyens de s'acheter ce qu'il veut. D'accord ? Ce sera toujours un public qui va calculer, qui des fois va comparer, mais qui a plus de budget que les autres. Et donc, on peut plus ou moins s'acheter si, parce qu'on veut, on a du choix. D'accord ? Et en fait, je me suis toujours dit, mais en fait, ce qui est ennuyant, c'est que tant chez les gens qui n'ont pas de budget que chez les gens qui ont du budget, tout le monde achète la même chose. Hein, tu as une typologie de clientèle qui va tout le monde dans une adresse suédoise bien connue à 4 lettres, où on va acheter la même chose. Et puis, tu as les gens qui ont un peu plus de moyens qui vont acheter 3-4 marques de mobilier que tu retrouves chez tous les magasins haut de gamme. Et donc, très vite, moi, j'ai une définition du haut de gamme et du luxe qui a été très différente. Pour moi, le vrai luxe, c'est la personnalisation. C'est l'individualisation d'un projet. Donc moi, si je travaille pour Mathieu, je ne vais pas proposer à Mathieu la même chose que je proposais à Elvis. Si Elvis, il a une villa à Marrakech et qu'il en a une autre à Zurich, même que c'est le même Elvis, je ne vais pas proposer la même chose parce qu'il y a des géographies et des modes de vie très différents. On ne vit pas à Ibiza comme on vit, à Berlin. Tu vois, et donc, je prends en considération ce mode de vie, la météo, la géographie et les lieux même et la maison. Puis je prends en considération le propriétaire. Si le propriétaire est ultra raffiné, s'il est négligé, c'est pas pareil. Un mec qui me dit, moi j'aime bien être décontracté tout le temps, je suis pas soigneux, je fais pas attention, j'ai 4 gosses, ils ont tous les deux chiens, on rentre à la maison, on n'enlève pas les chaussures, je veux pas aller lui mettre un cuir plein de fleurs, full aniline, où tu as un verre d'eau qui tombe, ça boit. Non, je vais lui mettre d'autres matériaux beaucoup plus résistants. Et puis tu sais, tu as le mec qui est carré, qui adore un peu ce que moi je suis, où la télécommande est alignée, il n'y a pas une feuille qui dépasse. Ah ouais, avec lui, tu peux aller beaucoup plus loin dans le détail. Ce qui est chouette, c'est de savoir faire les deux et de comprendre les deux. Mais c'est ça qui fait en fait pour moi le vrai luxe, c'est de s'adapter à chaque client, à son mode de vie et lui apporter une offre qui est personnelle et individuelle. Tu verras jamais 2 projets à moi qui sont les mêmes. Jamais. Moi, je vois des designers dans le monde, ils font un projet, ils sont répétés 100 fois. Ouais. Je comprends pas en fait. Tu vois, c'est pas du fast-food, c'est pas. Et donc la standardisation, pour moi, elle m'ennuie un peu. Moi, j'aime bien à chaque fois me challenger pour aller faire quelque chose de différent. Donc ça demande d'être très créatif, et c'est ça aussi qui me nourrit, d'aller tout le temps chercher des nouvelles et aussi des évolutions de collection. Unique. On essaye de l'être. Ouais, clairement. Et au niveau investissement, parce que c'est vrai que évidemment on est suivi par des personnes qui investissent, c'est clair. Principalement dans l'immobilier, et il y en a qui investissent dans des petits biens justement à plus petit budget, ou d'autres justement qui veulent faire de l'immobilier plus luxueux, on va dire. Certains veulent meubler, certains veulent vendre meublé, certains veulent louer meublé. Est-ce que justement déjà l'art de manière générale et ce que tu proposes, est-ce que c'est une sorte d'investissement? Ben écoute, c'est vraiment chouette que tu poses la question. Parce que c'est un débat que j'ai souvent avec mes clients. Figure-toi que chez nous, les gens, quand ils viennent ici, et moi j'ai d'ailleurs été souvent très frustré par ça, tu as des mecs qui achètent peu importe la maison, qu'elle soit à 300 000 € à Tubize ou à 6 millions à Uccle, ils voient l'achat comme un investissement. Donc les briques, le bâtiment, la maison, c'est un investissement. Et ils voient ce qu'ils mettent dedans comme une dépense. Et donc moi je pars toujours avec du lest. Parce que le mec, lui, il doit aller au minimum, parce que dans son cerveau, bien sûr, s'il doit revendre demain son fauteuil en occasion, ça ne vaudra pas grand-chose. Et sincèrement, il n'a pas trop tort. Je ne peux même pas te dire, ouais, non, il se molle. C'est un peu vrai. Si on s'arrête à ça, que le fait que tu as une maison, que tu vas vendre séparément, et tu as un meuble qui, dans 5 ans, tu as envie de vendre ton meuble d'occasion. Mais moi, je remarque que dans toutes les maisons où on a bossé, où on a fait des projets de A à Z, je prends un exemple classique, une maison à 1 million, tu mets dedans 150 ou 200 000 € de mobilier complet. Quand je mets 150-200, c'est tout, les lampes, décoratifs, tu mets des bolus, consoles, miroirs, enfin, tapis, décoration et tout. La baraque qui allait être vendue à 1 million vite, si elle est bien faite, elle part à 1,5, 1,6. Et donc le mec, tu vois, les 150 000 qu'il voyait chez moi comme une dépense, c'est ce qui lui a permis de faire 300%, de marge. Parce que là, la maison, elle valait quand même 1 million. Donc ok, il a peut-être acheté à 800, peu importe, mais c'était son prix du marché. Et en fait, ce qu'il a mis en décoration, c'est ce qui a créé l'émotionnel qui va faire que tu n'aies pas la même voisin que le voisin. Et que tu n'es plus vendu au mètre carré. Le mètre carré, il y aura toujours une valeur de, repère. Mais moi, je le vois dans tous les projets d'exception. À chaque fois. Et je ne parle pas d'exception, genre il faut faire du grand luxe. Non, juste faire un beau projet où tu as du goût et où, en fait, tu n'es pas en train de mentir, même à l'acheteur. Moi, je dis toujours, le truc que je fais, c'est que j'aime bien donner de la valeur et créer de l'émotionnel. Tu vois, je pense que vous êtes rentré ici, tu m'as dit, Sma, ah ouais, maintenant, tu vois, on comprend. En fait, j'essaie de vraiment créer cet effet, waouh, on se sent bien, et peu importe qui tu es.
Tu peux être Cristiano, tu peux être Benzema, tu peux être un mec normal. Moi, dans chaque vie, j'essaie de faire que chacun, à son échelle, il faut que même ces gens-là, en fait, quand ils rentrent, ils sentent un waouh. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde. Et il faut avoir du goût, il faut avoir du talent, c'est du travail. En fait, beaucoup de gens, moi je le vois, et c'est là que pour moi, beaucoup font cette erreur, c'est qu'ils achètent des beaux biens, et puis à l'intérieur, ils les massacrent. En faisant justement des choses qui ne sont pas cohérentes. Et en fait, tu fais d'un bien d'exception, ou d'un bien extraordinaire, t'en fais un bien ordinaire. Et on en revient avec le fameux exemple que je te donnais, moi, il y a 100 ans, quand on faisait des maisons de maître, où tout était waouh, et aujourd'hui, tout est d'un ennui incroyable. Et donc moi j'essaie de revenir en fait à ce savoir-faire qu'il y avait avant, de ramener de la matière, des matériaux nobles, des produits de qualité, où en fait on ne fait pas du jetable. Hein. Et les gars, je parle, t'as pas les moyens. On a toujours des postiles aujourd'hui qui va aider 80% de la population avec des top produits en rapport qualité-prix incroyable, où 95% est produit en Europe pour toutes les raisons éthiques qu'on veut. Et nous c'est comme ça depuis qu'on est né, depuis 2009. C'est pas depuis que c'est devenu tendance là et qu'il y a les réseaux sociaux. Non. Depuis 2009, on n'a jamais acheté via une marque chinoise directement ou une marque hors Union européenne. On a quelques marques françaises, hollandaises, allemandes. Ça, on ne sait pas toujours tout contrôler, qu'il va y avoir quelques produits qui sont importés, mais on travaille qu'avec 100% de marques européennes. Donc même quand c'est importé par des marques européennes, là tu as quand même les normes de contrôle, de qualité, les certifications qui sont 100% UE et qui sont très bien contrôlées. Et chez D-Style ici, là on est dans la crème de la crème, tu vois. Donc j'attache beaucoup d'importance à ça. Et donc pour moi en termes d'investissement, il est clair, et c'est ce que j'essaie d'apprendre à tous mes clients, soyez juste cohérent avec vous-même. Si vous achetez un bâtiment, peu importe sa valeur, que ce soit 100 000 ou 100 millions, mettez un pourcentage du bâtiment dans son intérieur. Ce qui en fait est logique. C'est-à-dire, tu achètes normalement une Citroën. Si elle coûte 30 000, tu vas mettre peut-être dedans 6, 7 ou 8 000 euros d'options. Mais si tu achètes une Bentley, à 8 000, tu as quoi comme option en fait? Tu n'as même pas la peinture. Donc de fait, si ta Bentley, elle fait 350, tu vas avoir 100 000 euros d'options. Tu vois? Et en fait, tu vas avoir entre 20 et 30% d'options là. Dans les 30 000, tu as aussi 20 et 30. En fait, pourquoi vous ne faites pas la même chose avec les maisons? Pourquoi on va acheter des maisons Bentley et puis on fait des intérieurs de Citroën dedans? Moi, c'est ce que je vois et ce que je combats au quotidien. C'est des gens qui ont des belles maisons. Souvent, ils viennent chez moi aussi, il faut dire, nous, on est les derniers de la liste. On vient faire le mobilier, souvent, quand on a tout fini. Et donc, bien sûr, c'est malheureusement aussi la vie, et ça, moi-même, je l'ai vécu. Donc, tu arrives à la fin, tu n'as plus d'argent. Donc, tu as une chouette maison, et puis tu n'as plus d'argent, et tu dois faire du mieux que tu peux. Et moi, j'essaie quand même de dire, bon, vous avez quand même trouvé les moyens pour la terminer. Maintenant, trouvez encore un peu de moyens pour respecter tout ce que vous avez déjà investi. Sinon, c'est dommage. Voilà. Et donc, clairement, notre travail, en tout cas le faire de notre manière, c'est clairement un investissement indirectement et directement. Et qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes justement qui s'y connaissent déjà pas en design, qui aimeraient bien peut-être un peu pimper, on va dire, leur bien, mais voilà, déjà avec ne fût-ce qu'une petite touche. Se dire qu'est-ce qui est l'élément déjà phare qui change radicalement une visite, imaginons. Bon, déjà, je leur conseille de venir nous voir. Premièrement. Ça, c'est clair. Non, après, voilà. Pourquoi? Parce que justement, chaque bien aura son truc. Et c'est clair, moi, j'ai dit toujours, il faut chercher l'impact d'entrée. Donc, tu ouvres la porte, quel est le premier truc que tu vois? Il y a des gens chez qui le premier truc que tu vois, c'est le lustre. Il y a des gens chez qui le premier truc que tu vois sera un tableau. Il y a des gens chez qui le premier truc que tu verras, c'est le salon. Et donc, moi, j'ai toujours, voilà, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de miracle. Les choses sont simples, en fait. Tu ouvres ta porte, tu mets un pied, tu lèves la tête, tu vois quoi? Déjà, rien que ça, souvent, tu rentres dedans, tu vas regarder un meuble chaussures. Tu vois, ou un porte-manteau, et tu sais quoi, va t'embêter, elle aura trouvé un beau porte-manteau. Tu vois, et c'est ça le truc. Nous, on a des porte-manteaux, il y a un truc qui s'appelle button, ça s'appelle un bouton. C'est des boutons géants, et tu accroches dessus une veste, une casquette, un sac, et je te jure, tu le vois comme ça, on dirait un mur d'escalade, mais c'est extraordinairement graphique et esthétique, tu vois. Et c'est con, tu vois, mais c'est différent. Alors c'est ça, si c'est ça, si tu n'avais pas le choix, tu n'avais pas d'autres porte-manteaux ou d'autres possibilités de le mettre ailleurs, c'est pas grave. Mais fais un travail pour que même ce truc-là, qui pourrait être banal et simple comme tout, qu'il soit spécial. Et du coup, ça va être cool, tu vois. Et c'est des boutons de taille différente, de couleurs différentes. Et tu vois, tu te dis, c'est quoi ce truc-là? En fait, si tu n'as rien dedans, tu te poses même la question, mes enfants vont faire de l'escalade. Et non, ça s'appelle comme ça, c'est buttonné. Tu as les 4 trous du bouton et c'est gros comme ça. Et c'est très original, très sympa. Ça ne coûte pas des millions. Mais tu vois, donc ça veut dire que même là-dedans, tu peux créer la surprise. Tu vois. Après, bien sûr, tu as une baraque qui fait 2 millions, tu as un hall d'entrée à 7 mètres d'auteur. Tu dois mettre un lustre comme ici. Tu vois, tu vas mettre un truc comme ça. Et bien sûr, là, il faut un peu plus de budget, un peu plus de... Mais même comme ça, moi, je visite des fois des maisons où des clients, ils ont cette hauteur et ils t'ont mis 2 boules.
Et les gars, s'il vous plaît, remerciez Dieu que vous avez cette hauteur. Mais respectez aussi le fait que vous avez cette hauteur, tu vois. Ça, c'est un peu le challenge. Oui, mais c'est important, justement, pour Mais ceux bien qui sûr. écoutent, encore une fois, qui a une valeur ajoutée, d'une part, et qu'au final, Sûr si et la certain. personne veut revendre derrière, j'imagine que... Bah, tu as la revente, mais aussi l'investissement en soi. Nous, tu sais, on en reparlait, le fait de rentrer, de se sentir bien, de se dire j'ai respecté cette baraque. Moi, je dis souvent aux gens, en fait, vous vous rendez pas compte à quel point vous avez de la chance quand vous avez les moyens d'acheter des belles maisons. Pas oublier qu'on est dans une société où 90% de la moyenne de la planète ne pourra jamais s'acheter un truc comme ça. Quand tu as la chance de faire partie de ces 10%-là, déjà quand on parle d'investissement, un mec qui peut s'acheter un Airbnb, même pour l'investir et le louer, tu penses qu'il y a combien de pourcentage de la société qui sont capables de le faire? Quand tu vas jouer le nombre de ceux qui font du crédit pour s'acheter leur première maison, et que souvent tu dois déjà arriver à 40-50 ans avant d'avoir payé ta première maison. Donc tu sais, quand tu as, surtout aujourd'hui les jeunes, ils osent un peu, tu vois, donc ils y vont tôt dans les investissements. Donc tu sais que tu es déjà un privilégié. Le fait de te lancer dans un business, ça veut dire que tu n'es déjà pas à l'usine en train de travailler, tu vois, à la chaîne, où tu as juste 1500, 1600 qui te permettent de te payer ton loyer, acheter à manger et t'habiller. Et... Non, tu fais déjà partie des privilégiés. Donc à partir de ce moment-là où toi tu es un privilégié, bah déjà sois-en conscient et respecte ça. Et fais des choses, tu vois, qui sont en fait, qui vont t'aider justement à grandir plus vite et surtout plus convenablement. Franchement, c'était très intéressant. J'ai carrément bu tes paroles. Je n'ai pas beaucoup parlé pendant ce podcast, mais c'est vraiment inspirant. Et j'aime bien tes valeurs parce que ça ramène vraiment aux bases, qui est vraiment les principes, les paroles, la famille. Et comme on dit, si on a ça, tout le reste vient par... Mais on a besoin de ça pour nous tous, hein, Mathieu, tu vois. Je pense qu'on est dans un monde où malheureusement on transmet des mauvaises valeurs. Moi j'ai beaucoup de discussions, même avec nos responsables politiques, tu vois. Moi j'ai une épouse qui porte le voile, tu vois. Et je suis musulman pratiquant, vous êtes dans mon bureau, il y a un tapis de prière là-bas. Et tu sais, des fois j'entends même des trucs, tu vois, à l'ULB, des fois il y a des scandales parce qu'on a vu des enfants prier. Et tu sais, je me dis, mais dans quel monde on vit? Ces gens-là qui pendant leur pause, hein, t'as midi 14, ils vont pas sortir dehors, fumer une clope, se polluer eux-mêmes et polluer les autres. Ils vont aller prendre une pause 5 minutes pour dire, tu sais quoi, je vais me rappeler qu'il y a un Dieu, je vais le remercier de me donner la santé, me remercier d'être ici, de pouvoir étudier. T'imagines, on les monte du doigt et ça passe dans les médias et on les fait passer pour des je sais pas quoi. Moi, la vérité, si j'étais président de ce pays ou premier ministre de ce pays, je donnerais une médaille à des gamins comme ça ou des gamines comme ça. Mais c'est bien. T'as 20 ans et au lieu de penser à aller faire des conneries, tu penses prendre une pause pendant ta pause et aller faire un peu de méditation. Ah, si t'es bouddhiste, va faire du yoga, moi je m'en fous. Je veux dire, t'es chrétien, va à l'église ou va même là. Mais c'est bien de prendre une pause. Et aujourd'hui, t'as l'impression que les gens qui sont croyants ou qui veulent faire doivent avoir honte. J'en parle très souvent, moi, avec des personnes vraiment de la politique. Je dis en fait, mais c'est grave en fait. Aujourd'hui, avoir des valeurs, on doit être gêné d'en avoir. C'est triste. Donc, et donc, moi, je pense que tu vas justement partager ces valeurs, éduquer nos enfants, donc la prochaine génération, à se battre pour ces valeurs, plutôt qu'à se battre pour avoir une Merco, une Ferrari ou une Rolex. Et faites les deux, battez-vous pour les deux, moi j'aime bien les deux. J'aime bien les deux, mais si on peut l'avoir en ayant ces valeurs, c'est génial. Si on doit perdre ces valeurs pour l'avoir, alors j'en veux pas. Tu vois. Mais donc nous, on doit aussi, même ce message, il s'adresse à nos politiques et ils se reconnaîtront. C'est vraiment, on doit se battre pour un monde plus tolérant. Et je dis toujours, et ça moi je remercie énormément mon père de m'avoir toujours dit, Isma, on n'est pas meilleur qu'un autre parce qu'on est musulman, juif ou athée. On n'est pas pire qu'un autre parce qu'on est musulman, juif ou athée. On est meilleur d'un autre par son comportement et son attitude. Mais aujourd'hui, tu as l'impression que quand tu as un gouvernement, ici on te dit, voilà, on est dans un pays politique ou peu importe, judéo-chrétien, tu vois, tu dis, mais moi je suis né ici, hein, les cocos. Hey, je suis né ici, je grandis ici, je suis belge, j'ai été paracommando, j'ai défendu mon pays et je suis musulman. Moi je connais des musulmanes qui sont converties. Et elle s'appelle Nathalie XY ou Patricia, peu importe. Et en fait, pourquoi on devrait se monter les uns contre les autres, en fait? Pourquoi il va y avoir les blancs, les blacks? Pourquoi? Non, on s'en fout, en fait. T'es soit une bonne personne ou une mauvaise, que tu sois blanc, black, t'as un truc sur la tête ou rien, on s'en fout complètement si tu fais ton travail, que tu le fais convenablement. Et donc vraiment, moi, j'encourage à ce que nous, on change nos mentalités et qu'on change celles des autres. Et ça commence par notre attitude, notre comportement, mais aussi, voilà, se battre pour ça. Se battre pour le fait que, ouais, les gars, on a le droit d'être différents, tant qu'on se respecte les uns les autres, tu vois, on ne doit pas tous se ressembler pour dire « Ah, maintenant, on est bien ». Non, sinon, ça ne m'intéresse pas. Hein. Si toi, tu vas devenir blanc pour être bien, c'est plus toi, alors. Tu vois. Et donc, dans ce cas-là, ce n'est pas une liberté.
Il y a une phrase, je sais pas ceux qui ont la ref, dans une chanson qui dit n'oublie pas que tu aurais pu naître dans la chambre d'en face. Et ça m'inspire énormément parce qu'en fait, les gens qui... c'est vrai, voilà. c'est vrai. On va pas rentrer dans les débats, mais c'est vrai que tu aurais pu te retrouver à l'autre coin du monde, tu aurais pu vivre dans une autre famille. T'as choisi d'être né Mathieu? Donc, de quoi? T'as choisi d'être né Mathieu? Non, mais voilà, je t'as pas deviens choisi, ce c'est que j'ai exactement envie. ça. Ouais. Non, mais ça, c'est très bien dit, tu vois. Ça, c'est une superbe réponse. Tu deviens exactement, tu vois. Et là, c'est une superbe réponse. Mais t'as pas choisi d'être né ici. Tu aurais pu effectivement être né en Palestine, au Soudan, au Yémen, ou je sais pas, moi, tu vas à Hawaï même, tu vois, pas nécessairement pire qu'ici. Tu peux aussi être né mieux qu'ici. Tu aurais pu être aussi le fils d'un milliardaire, je veux dire, tu vois. Donc, mais effectivement, tu choisis d'être qui tu veux. Et c'est ça qui est chouette. Parce qu'on peut changer qui nous sommes, tu vois. Et ça, on est maître et responsable de ça. Ah, c'est une très belle punchline, hein, Mathieu. C'est réciproque. Un grand merci. Je ne sais pas si tu as d'autres questions, sinon on va pouvoir... C'est moi qui ai beaucoup parlé, les gars. C'est à vous de parler. Ce que je te propose, c'est qu'on fasse justement un petit tour du showroom. Et Allez. comme ça, si tu sais nous montrer quelques petites pièces, parce que tu en as plaisir. énormément. Et avant justement qu'on descende, pour tous ceux justement qui sont sur Bruxelles, ou même dans les environs d'ailleurs. Et même très loin. Hein. Et même très loin. Les vols, c'est facile. N'hésitez surtout pas parce que, enfin vous le verrez, mais... c'est ce que je dis, c'est le diable est dans le détail. Là, vraiment, tout est calculé, millimétré, et c'est des pièces vraiment d'exception. Donc, tu vas nous montrer un petit peu. On dit toujours le diable est dans le détail. Parce que nous, on va montrer que les anges sont dans le détail. Laisse le diable ailleurs. C'est pas moi qui l'ai inventé. Je sais, je rigole. Mais on va se renseigner. Mais en tout cas, oui, on va aller faire un petit tour. Et si tu sais nous montrer, parler des anecdotes, ce genre de choses. Avec plaisir, venez. Merci. Allez, chouette. Voilà, ici, je vais par exemple te parler de cette table de réunion et de ces chaises. Ici, si tu regardes, si tu tapes sur Google salle de réunion du Real de Madrid, tu verras qu'ils ont une terrible salle de réunion où tu vois toutes les coupes de Champions League. En fait, le fabricant qui a fait cette table est un spécialiste des tables en cuir. Et ici, tu le vois aussi, tu vois, avec les coutures qui font rappeler les coutures d'un ballon. Tu vois, et c'est génial parce que tu sais faire des tables, mais très grandes, tu sais aller jusqu'à 8 mètres, 10 mètres, 12 mètres, tu sais faire des circonférences, des ronds, des ovales. Et ce qui est génial, tu vois, bon, tu vois ici l'hommage au cuir. Et alors, ce qui est un peu marrant dans cette salle de réunion, c'est qu'on est parti d'un tapis vert et à la base, on n'aurait jamais pu imaginer un ensemble comme ça. Et cette chaise, j'aime aussi beaucoup parce que c'est une des premières chaises dans le haut de gamme qu'on a acheté il y a déjà une quinzaine d'années. Et si tu regardes James Bond, l'épisode Quantum of Solace, ben c'est la chaise sur laquelle M est assise quand Bond rentre dans son bureau. Donc son vrai nom, c'est la Silver Chair, donc chaise métallique. Mais aujourd'hui, c'est un peu comme la Pepsi de Rolex. Tout le monde l'appelle la James Bond Chair. Tu vois, et ça fait partie de l'identité, de l'ADN, du début même des D-Style depuis 15 ans, ces deux objets. Incroyable. Ouais. Alors ici, je vais vous parler de ce fauteuil qui est un de mes préférés. En fait, moi, je suis un spécialiste et un puriste, et souvent, quand je dis aux gens, c'est pour rigoler, je dis, ouais, mais tu sais, Ferrari ne fait pas des lunettes. Ferrari fait des bagnoles, donc il faut acheter des voitures. Ferrari, c'est un bel voitures de sport. Et en même temps, je me contredis parce que Bentley fait des voitures et puis j'ai une collection incroyable qui est Bentley Home. Et en fait, la grande différence, c'est que Bentley Home est produit par Luxury Living Group, qui est un vrai fabricant très haut de gamme de mobilier, très haut de gamme. Et la finesse et la vraie synergie qu'il y a avec Bentley Home, c'est que tu vas retrouver ici les boiseries d'exception que tu mets dans les intérieurs de Bentley. Donc ce que tu vois ici, c'est vraiment le bois que tu as. C'est un niveau de lac, regarde, on se voit dedans, donc c'est comme un miroir. Et ce sont d'abord des bois exotiques, très 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 rares. Et en fait, souvent les gens me disent oui, mais c'est cher. Mais je dis c'est vrai, c'est vrai. Mais après, tout est relatif. Si tu vas aujourd'hui configurer n'importe laquelle des Bentley, et que tu prends l'option tableau de bord en bois, tu verras que ça a un certain prix. Ici, je dis toujours, quand tu prends les 10-15 cm que tu as dans un tableau de bord, si je fais la circonférence, je l'ai au moins 5 ou 6 fois. Ça ne fera jamais 5 ou 6 fois le prix de l'option. Donc, c'est cher, mais en fait, pas assez cher. Si on devait vraiment considérer cette comparaison. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est quand tu vois ici l'intégration des métaux dans le bois, le tissu, c'est presque, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. On ne parle plus d'un fauteuil, c'est quand on parlait tout à l'heure des maisons, tu sais, qui ont un siècle et qui sont toujours là, ben pour moi, ça, c'est le genre de fauteuil qui, dans un siècle, sera toujours là. Magnifique. Le dégradé de la table, c'est un truc à te faire mal à la tête. Hein. Tu te dis, mais comment tu vas, tu touches, tu cherches, il n'y a pas de peinture, tu vois. Tu te dis comment ils sont arrivés à ce noir vers ce dégradé comme ça. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Moi, ça me rend amoureux. Tu vois, tu deviens même déraisonnable. Tu te dis, mais elle coûte beaucoup de sous, mais tu te dis, mais ok, tous les gens qui disent c'est cher, bah, allez-y, faites-le avec une autre marque, faites-le aussi beau, aussi bien fini, pour un prix plus commercial. Et je vous l'achèterai.
C'est Orlinski le... Ça, c'est Orlinski, oui. Incroyable. Quelle taille? 4 mètres? Ah, ici, il fait 3 mètres ici. 3 mètres. Incroyable. Ouais, il est imposant. Ah, ici, j'ai le plaisir de vous présenter ce que nous, on appelle la Rolls-Royce du baby-foot. C'est une marque italienne. J'aime bien dire que ce n'est pas une usine, c'est un atelier. Des baby-foot comme ça, ils n'en font pas énormément par an, mais c'est un chef-d'œuvre. Pareil, tu vois, regarde le playground, tu vois, en verre transparent, donc tu vois tout à travers, tu vois la finesse des pieds, tu vois l'élégance. En fait, tu vois pas de boulons, pas de clous, tout est chic, tout est élégant. Et en fait, voilà, c'est le plaisir de jouer avec classe. Mais ça peut se mettre dans un bureau, ça peut se mettre dans un beau cabinet, dans une entrée, et ça peut bien sûr se mettre à la maison. Mais pareil, une superbe pièce. Ensuite, cette table, j'aime beaucoup, je ne sais pas si toi tu arrives à la voir de profil, où tu vois vraiment bien les cristaux, tu vois. Ce que j'aime beaucoup dans cette pièce, en fait, nous, ce qu'on essaye de faire en sorte, c'est qu'à la base, c'est une table de salle à manger, ça peut aussi être une table de bureau, mais l'idée, c'est que des tables de salle à manger, des tables de bureau, tu en as des milliers, des millions. Et le challenge, c'est toujours de trouver une table qui a quelque chose à raconter. Et ce que je kiffe vraiment dans cette table, c'est, si tu veux, donc ces 5 bâtons de verre, dont celui du milieu est craquelé, complètement à la main. Et en fait, le soir, quand tu as la lumière qui s'allume, tu as l'impression d'avoir une rivière de diamants, parce que on dirait que l'eau ruisselle entre les morceaux de bris de vitre. Et ça, c'est incroyable, et tu ne la vois jamais de la même manière. La lumière ne se reflétant jamais de la même manière, c'est un truc extraordinaire. C'est à la fois une table, une fois une œuvre d'art, et une de mes préférées. Alors ça, je pense qu'il mérite une dédicace à lui tout seul. Ce fauteuil, il s'appelle le Lobster. Et en fait, c'est par ça que tout a commencé. Tout D-Style a commencé par ce fauteuil. C'est pour ça que depuis 15 ans, il n'a jamais quitté mon showroom. En fait, il s'appelle Lobster parce qu'il est inspiré du homard. Et donc, tu le vois par la coque. Ce qui est assez extraordinaire dans son design, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il n'est fixé que par l'avant. Et donc, il est complètement flottant. Tu vois, il n'y a rien ici, il est complètement flottant. Sa coque a été vraiment étudiée par la forme naturelle du homard, qui est une des coques les plus résistantes. Et donc, il est vraiment très, très, très résistant. Et en fait, ça a été le premier fauteuil haut de gamme que j'ai acheté en 2010. Tout premier. Quand on n'avait pas encore un magasin pour faire du haut de gamme, j'étais à Milan, je suis tombé amoureux de ce fauteuil. Ça coûtait dans le temps 4 000 €, et nous, en 2010, à 4 000, on meublait des appartements complets. On faisait des salons à 999, des chambres à coucher à 999, salle à manger à 999, et pour 1 000 €, on décorait encore tapis, coussins, matelas et petits accessoires. Et donc 4 000 €, tu avais ce qu'on appelait des packs jeunes mariés. Et moi, j'arrive comme un fou avec un fauteuil à 4 000 € au même endroit. Et en fait, j'oublierai jamais, le designer m'avait dit, Isma, si vous en vendez 2 par an, ce serait magnifique. On en a fait 8 en 6 mois. Ah ouais. Et c'est ça qui nous a donné la confiance qu'en fait, et aussi c'est là qu'on s'est rendu compte que malgré qu'on était à la gare du Midi, dans un quartier entre guillemets, où il y a eu quand même une mixité, une immigration importante, ouais, c'était une force en fait. Parce que finalement, tu sais quoi, les Méditerranéens, les immigrés, ça reçoit encore beaucoup plus que la moyenne. Ouais. Donc eux aimaient justement investir un peu plus dans leur intérieur, et c'est ce qui nous a donné après le courage vraiment de créer une collection, une gamme, et on a lancé donc très rapidement D-Style, mais qui est parti de ce fauteuil. Incroyable. Voilà. Il a quelque chose de très émotionnel. Alors, on ne peut pas passer non plus à côté de ce beau samouraï et ne pas apprécier le travail d'art. Alors, dans ce qu'on appelle les œuvres d'art, c'est toujours très difficile. Qu'est-ce qui détermine qu'une œuvre va faire 10 000 ou 100 000 ou 5 000? C'est souvent que le marketing. C'est rarement la complexité du produit. C'est le marketing qui fait. Et ici, justement, on est dans un aspect contraire. C'est une artiste française assez âgée qui fait tout à la main et qui fait des œuvres exceptionnelles et qui se vendent encore à des prix très acceptables et assez accessibles. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ici, on s'amuse à personnaliser, mais tu vois jusqu'au moindre détail. Donc, si tu vois ici, tu as différents types de couleurs que tu vas retrouver là, mais on choisit tout. Donc là, ça a été fait pour un client, c'est un projet client, où on est sur 50 nuances de vert et on va les retrouver ici. Ça, c'est un petit peu l'idée. Après, on peut les faire, on en a d'autres en rouge, en brun, on fait ce qu'on veut, on a différentes tailles. Mais ça, pareil, c'est quelque chose que je kiffe. Parce que là, ici, on paye vraiment à la fois le savoir-faire et le travail artistique sans avoir un branding de malade. Et donc, on peut encore se faire plaisir en soutenant les gens qui travaillent encore de leurs mains. Ça fait partie des fauteuils aussi qui ont une histoire. Alors ça, c'est le fameux pavone de Visionnaire. Pavone qui veut dire tout simplement le pan. Voilà, c'est un fauteuil d'exception qui est pour moi comme un chef-d'œuvre, une œuvre d'art. Vous allez le voir à l'avant, à l'arrière. Il a été dessiné par un designer qui s'appelle Marc Ange. Et regardez, on dirait vraiment à la fois les plumes, mais ça devient pareil, c'est un travail, c'est du craftsman, comme on dit, vraiment du fait main, avec différents types de métiers. Quand même, il faut savoir maîtriser à la fois les métaux, le cuir, le tissu, la forme de la pâte, entre guillemets. Aussi vraiment un vrai fauteuil coup de cœur qui pour moi, pareil, va être un des fauteuils qui sera amené à traverser les époques, très certainement.
D'ailleurs, est-ce que tu conseilles aux gens d'acheter justement des meubles signés ou, enfin, je veux dire, généralement, c'est un meilleur placement pour ceux qui veulent faire ça de manière uniquement au placement ou comment? Alors, à nouveau, tu vois, par exemple, on n'en a pas parlé tantôt, mais je peux te la montrer. J'ai une chaise là-bas qui s'appelle la Cobra Chair de Bugatti, qui est une chaise qui coûte dans les 25 000. Cette chaise, à la base, elle avait été éditée par le fondateur Ettore Bugatti en 1907, je pense. Et on en a retrouvé, je pense, 3 exemplaires. Ça vaut plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc, bien sûr, si on va sur des produits comme ça de niche, oui, il y a des chances qu'avec le temps, ça vaille beaucoup d'argent. Mais après, tu t'adresses pas à tout le monde quand tu t'adresses à ça. Tout dépend de la personne. Demain, tu as un ami qui a un château. Bah oui, dans un château, moi, je mets un truc comme ça. Même que pour les gens s'asseoir, enlèvent leurs chaussures à l'entrée. Tu as une salle de mariage aussi, parce qu'il faut le faire vivre. C'est un trône, hein, tu t'assis. En marié, tu as toujours les mêmes maris qui sont assis. Tu t'assis, tu es comme ça. C'est un trône. Donc, tu vois, pour moi, ça doit vivre. Ça ne doit pas uniquement être des pièces de musée. Et bien sûr, investir là-dedans, si ça a un sens, tout dépend le bien. Hier, j'étais invité pour un événement Bentley dans un lieu d'exception. Ça ne m'aurait pas choqué de voir 2 fauteuils comme ça à l'entrée. Voilà, tout dépend. Mais le plus important, c'est d'investir en soi, son quotidien. Et là, je vais vous amener ici, on va voir justement le fait d'avoir des collections très, très, entre guillemets, normales, très accessibles dans l'intérieur du produit, où on est le contraire des pièces un peu d'exception, mais qui restent très belles. C'est de bon goût, c'est bien fait, ça ne coûte pas des millions. Et c'est joli. Donc, alors ici, si tu fais attention, la hauteur est différente. Et l'idée, c'est de se dire, chez soi, on peut avoir, tu vois, une assise de salle à manger, mais qui est lounge. Et donc là, tu es assis comme si tu étais dans un canapé, en fait. Et tu passes une terrible soirée. Tu ne dois pas te lever, en fait. Tu peux y passer toute la soirée. Tu vois, tu es vraiment chouette et c'est différent. Tu vois, c'est pas un truc que tu vois partout. Donc, ça, c'est un peu l'idée. Vas-y, lance. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a vraiment, c'est ma marque de cœur. Ça, c'est Gamma. Gamma, c'est la première marque haut de gamme que j'ai fait rentrer. Eux, j'ai commencé avec eux dès le départ aussi. En fait, la particularité de Gamma, ici, par exemple, vous allez voir un salon assez classique. Et je pourrais vous montrer, mais tu pourras aussi retrouver assez facilement. On a fait un projet, en fait, pour un collectionneur automobile, où tu vois, par exemple, ce que tu vois ici, c'est exactement le même modèle. Sauf qu'en fait, on a repris, pour faire la carcasse du fauteuil, le cuir dans la couleur d'une de ces Ferrari. Et cette Ferrari avait 2 bandes noires sur la carrosserie, et donc on a été faire les fils en noir, et elle avait un intérieur en alcantara gris, et donc j'ai repris l'alcantara d'une de ces voitures. Et en fait, cette marque, c'est ça qui est génial, et c'est ce que moi j'appelle le summum à la fois du luxe et du haut de gamme, c'est la compréhension du client. En fait, elle te permet de faire tout ce que tu veux. En réalité, ici, on a par exemple une couture simple, avec une épaisseur normale. Ben, si j'aurais voulu demander une couture torsadée, une couture croisée, une grosse surpiqûre, une toute fine, une simple, une double, dans la couleur de mon choix, ça on sait le faire et pour le même prix. Et c'est ça qui est assez exceptionnel. Et pour moi, en fait, Gamma représente la quintessence de la compréhension même de ce que c'est pour moi le haut de gamme et le luxe. La personnalisation quasi à l'infini et quasi sans limite. Et ça, c'est pour moi ce qui reflète le mieux l'esprit d'e-style. Après, la plupart de toutes les marques de luxe personnalisent, mais aussi loin, c'est quasi les seuls. C'est-à-dire que même Fendi ou même Bentley qui font des salons de malades mentales, oui, tu peux choisir le tissu, oui, tu peux choisir, tout à l'heure tu l'as vu, en bois, ici tu le vois en cuir. J'aurais pu mettre tissu, j'aurais pu, le métal ici, il est chromé, il aurait pu être noir, mais par exemple, le fil qui est là, souvent, bon, là, on ne le voit même pas, mais quand il y a une couture, on ne la choisit pas. Ils te laissent, c'est trop complexe. Donc, ils la font eux, ils la déterminent eux, et généralement, ils la sortent ce tissu. Là, pas. Là, ils te disent, Isma, par exemple, tu sais que j'aurais même pu imaginer avoir des coutures noires là, sur le coussin de gauche, une couture jaune sur le coussin du milieu, et une couture rouge sur le coussin de droite. C'est des psychopathes. Ils font ce que tu veux. Et c'est ça qui est génial avec eux, tu vois, c'est que tu peux vraiment, il y a la compréhension vraiment du fait main, et on ne te dit pas non. On te dit oui tout le temps. Les marques de luxe, une fois sur deux, elles te sortent des excuses. X, Y, oui, non. Eux, ils n'ont pas d'ego, tu vois, surdimensionné. Ils savent que le luxe, c'est faire ce que le client il aime. Et ils n'ont pas la prétention d'être des plus grands designers que les autres. Leur, bien sûr, travail, et c'est ce qu'ils font déjà extraordinairement bien, c'est de créer ces modèles. Donc, ils ont des designers de malades, c'est très beau. Mais après, au niveau de la personnalisation, ils sont là à t'écouter, à t'accompagner. Et on fait vraiment... Moi, je m'éclate avec eux. Je m'éclate parce que je fais vraiment tout ce que je veux. Parfait. Je pense que ça va être le mot de la fin. Le mot de la fin. Ben voilà les amis, hein. Ravi de vous avoir reçus ici chez nous. J'espère que... Merci de ma part également. Hein. On te remercie pour l'accueil et puis pour tout ce que tu as partagé justement.
hyper intéressant pour ceux évidemment qui veulent venir voir. Venez faire ne fût-ce qu'un tour. Vous allez sûrement trouver des belles petites pépites. Ouais. Donc, Il n'y a pas que de l'extraordinaire, il y a aussi des très belles choses, à tout type de budget, n'hésitez pas. parfait. En fait, souvent, c'est ce qu'on fait peur aux gens. On se retrouve pour un prochain podcast et n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et mettre des nouvelles idées justement pour du nouveau contenu ou des nouveaux intervenants. Donc voilà, avec plaisir. Merci en tout cas. À bientôt. À la prochaine, merci.